Ok, coucou tout le monde. Si jamais vous rejoignez ce live après coup, je vais faire un live avec Axel Herzoviak. On va parler du renforcement du cou. C'est évidemment lui qui m'a montré tout ça. Et donc, évidemment, quoi de mieux que de l'inviter directement pour parler du cou. Bonsoir tout le monde. Je vais attendre un instant bien sûr que Axel me rejoigne. Et puis on va parler aujourd'hui du renforcement du cou. Comme toujours au début, vous savez qu'il faut attendre un petit peu. Mais je vais accueillir, si tout va bien, Axel Herzoviak pour le renforcement du cou. Et il devrait arriver d'ici quelques instants. Alors, si jamais déjà, est-ce que j'ose vous demander si vous m'entendez bien? S'il y a un écho, s'il y a quelque chose de bizarre ou si tout semble normal? Salut! Coucou tout le monde. Alors, bienvenue, on va attendre encore un petit peu. Normalement, Axel devrait me rejoindre, si jamais j'en parlerai très volontiers aussi. Salut, salut, du coup, ça y est, on commence déjà les jeux de mots. Alors, si vous me lancez, ça va être compliqué parce que c'est pas moi qu'on arrête pour les jeux de mots. Du coup, ne me lancez pas s'il vous plaît. C'est une requête d'utilité publique. Cool Akuma, merci beaucoup. Ok, top, je vois qu'on m'entend bien. Et Herzoviakia, magnifique. Et parfait, on a le maestro qui arrive. Trop cool. Alors, mon son, qu'est-ce qu'on a là? Ça a l'air d'être bon. Yo! Salut mon Comment ça gars, tu va? vas bien? Ouais, ça va super, merci. Super. Cool. J'ai mis les écouteurs cette fois, là, ça change quelque chose au son ou pas? Ah, le son est carrément nickel, ouais. Je pense que ça change quelque Ok, chose, effectivement, ouais. super. Cool. Un investissement ou c'est juste ce que tu mets d'habitude? Non, c'est celui que je mets d'habitude. Magnifique. Bah écoute, je Puis pense que tu j'avais pourras le pensé, remettre. voilà. Ouais, tout compte. Ok. Non, c'est un truc, si jamais une fois tu fais, je crois maintenant tu peux faire des lives à 3 personnes, 3 4 Hmm. personnes, en tout cas 3. Si tu les mets, c'est vraiment un bon truc parce que, enfin, même des gars qui normalement n'ont pas de soucis, il y a des échos qui peuvent venir, quoi. Donc, voilà. D'accord, ok, super. Petit détail. Ok, bah je te Bon, remercie beaucoup. avec plaisir, bah, merci d'être là, puis avec cette qualité sonore magnifique. On était au courant de la qualité du contenu, et puis magnifique, hein, pas de femme, t'es là direct, avec ce qui explique de quoi on va parler. On va parler de barbe, vu que moi je suis rasé, lui non, non, je déconne, on va parler de cou, bien sûr. Je vais rester Magnifique. comme ça. Salut les gars, alors aujourd'hui. Un jour peut-être la barbe, mais c'est pas moi qui pourrais en parler parce que j'avais pas une aussi pleine que toi. Huile de ricin. Ah, Tu attention. vitamine E, tu augmentes la circulation. Puis après, c'est la DHT, donc ça dépend de ta sensibilité, j'imagine. C'est comme les Ouais, cheveux, on en avait parlé en privé. Donc peut-être finalement la créatine, ça peut aider. Après, ok, le lactogène, peut-être le maca. Mais ok. après, c'est juste, c'est bourriné, hein. Mais après, tu vois tous les commentaires de mecs, souvent, c'est un moment où il y a un gros coup de jus, un gros coup de stress dans leur vie, où il y a un certain rythme qui se met en place, et là, que d'un coup, Ok, ouais, ça pète. j'avais vu que la pilosité générale pouvait être liée avec un excès de cortisol, donc l'excès de stress ne semble pas du tout compliqué par rapport à ça. Par contre, t'as pas envie de perdre du coup les cheveux, et avoir un Ah excès ouais, de cortisol et de prolactine et tout ça, quoi. Compliqué. Ok, c'est enfin ouais. bref. Mesdames, messieurs, on va pas parler de barbe, désolé, mais forcément, on peut parler de beaucoup de sujets avec Axel. Donc, comment tu veux commencer ça? Renforcement du cou, peut-être parler de ta propre expérience. Tu veux que je parle de la mienne depuis qu'on se connaît? Tu as une idée? Moi, je serais pour faire juste un petit rapide point général au niveau de peut-être l'anatomie, tu sais, c'est quoi le Carrément, coup et de quoi on parle, peut-être trop cool. préciser la chose. Donc voilà, mais après, il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Putain, déjà 21 personnes, waouh. Salut les gars, hein. Merci d'être là. Coucou tout le monde. Alors, bah Donc, écoute, en général, ça ça prend te va? toujours quelques instants, mais vas-y seulement. Je pense qu'on peut y aller. Au pire, il y a le replay, hein. D'accord, ok. Alors putain, on va avoir du mal, hein. Ouais, donc quand on parle de cou, on parle bien de la partie du corps qui va on va dire de l'oreille par là jusqu'à la base des clavicules. Voilà, pour nous, le cou, c'est ça. Euh, Niveau rappel anatomique très rapide, le cou, du coup, c'est la partie musculaire corporelle entre guillemets qui recouvre les cervicales. Donc, on a les voies digestives et les voies respiratoires qui passent entre. On a évidemment aussi les deux artères, carotide et l'autre là, dont j'oublie tout le temps le nom. Euh, Ouais, Carotide et l'autre, c'est quoi? je peux pas te Je sais rattraper plus. pour le coup, là. Ouais, il y en a une qui ramène le sang tout frais, et l'autre qui dégage le sang qui a du dioxyde. Euh, donc voilà. Il y a évidemment des muscles à ces endroits-là, et c'est donc surtout de ça dont on va parler, mais il y a aussi des ligaments, et évidemment entre les vertèbres, il y a des disques intervertébraux. Donc voilà. Donc au niveau du devant du cou, on a ce qu'on appelle le muscle principal que l'on voit ici. Voilà, ça. Donc l'abréviation c'est SCOM, S-C-O-M, et c'est l'abréviation de sternocleido-occipito-mastoïdien.
Tu Je rajoutes le répète, occipito. Vas-y. sternocléido, occipito, parce qu'il y a l'occiput juste là, mastoïde, il y a un mastoïde, parce que, bah, évidemment, le muscle est juste là. Donc, c'est les deux trucs que vous avez juste là, de chaque côté, qui, on va dire, ont le plus de potentiel de croissance. Parce que, petite parenthèse, voilà, comme Will, super. Parce que, petite parenthèse, juste avant que je continue, en fait, dans le cou, c'est comme l'avant-bras. L'avant-bras, en fait, là-dedans, là, juste là-dedans, il y a à peu près une trentaine de muscles. Le cou, en soi, c'est quasi pareil. Donc, on va pas parler de tout ce qui est squelette, de tout ce qui est splénus, de tout ce qui est, je sais pas, il y en a plein. Enfin, il y en a tellement, en fait. On va rester vraiment très simple. Donc, sternocleido-occipito-masto bien juste là. Derrière le cou, on a ce qu'on appelle les extenseurs de la nuque. Salut Antoine. Anthony, pardon. Salut Anthony. Donc, extenseur du cou, c'est en fait un groupe musculaire qui en contient 5-6. Donc, on va juste les appeler les extenseurs de la nuque. Donc, ça sert à faire une extension de la nuque. Et du coup, ça va globalement d'entre les omoplates en profond, sous les rhomboïdes, et ça remonte jusqu'en haut, vraiment jusque tout là. Voilà. Donc, vraiment très très haut jusqu'à la classe, hein, la première cervicale. Donc voilà, et on va dire, quelques muscles profonds qui servent plutôt sur la flexion comme ça latérale. Donc bah, il y a l'escalène dont j'ai vite fait rapidement parler, le scom il assiste et les extenseurs aussi assistent. Voilà. Et globalement, ah oui, alors le scom du coup il fait la flexion. Principalement c'est la flexion du cou et c'est aussi la protraction. C'est quand on fait ce mouvement-là qu'il y a la tête qui part vers l'avant comme ça. Donc, euh, donc voilà. Alors après, au niveau de l'entraînement, il y a plusieurs manières d'entraîner le cou. Il y a la flexion de cou, comme ça. Donc on fait oui de la tête, comme ça. On a l'extension de cou, donc c'est faire oui de la tête toujours, mais cette fois on va plutôt aller vers le haut, donc comme ça. On a faire non de la tête, comme ça, pour travailler les rotateurs. C'est comme les obliques en fait au niveau de la taille, la sangle abdominale. Et on a les flexions latérales, comme ça. Et en manière optionnelle, on va dire qu'on a les shrugs pour les trapèzes qui, selon la position de la tête, ça j'ai vu ça vite fait avec un ami, on a regardé un peu comment les haltérophiles des fois chopaient des coups mais gigantesques, et on s'est rendu compte qu'il y avait un truc en fait avec la position de la tête. Donc Ok. voilà. En général, le gros truc global, c'est ça au niveau du coup. Voilà. Donc ouais, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton expérience du coup avec l'entraînement du coup, comment ça s'est passé, comment ça se passe actuellement. Toi qui as pu utiliser dans un gros gène du coup, parce que je vais pouvoir faire sûrement une petite parenthèse là-dessus, Ouais, comment ça ouais. s'est passé quand tu étais sous ce genre je sais pas, de substance, de produit. Ouais, Et puis voilà. trop stylé. Non, alors, dans l'ordre, si on y va comme ça, là j'ai commencé les entraînements du coup il n'y a pas longtemps grâce à toi. Et aussi le truc cool, c'est que Ouais, je vais faire une parenthèse, mais qui va directement rejoindre le fait qu'en 2015 et 2016, pendant une demi-année, donc une année et demie à peu près, j'ai eu mon expérience avec des produits. Donc je parle de produits dopants, je parle de stéroïdes anabolisants, je sais c'est des termes qui font peur, mais voilà, il y a 5-6 ans, il faut imaginer qu'il y avait un wheel qui faisait à peu près 90 kilos, qui avait vraiment un gros coup. Le coup ça va en fait, mais vraiment des bons trapèzes en tout cas. Mais ça c'était il y a ouais, longtemps. j'ai vu. Et ouais, il y avait quand même les trapèzes, ils prenaient vraiment bien, donc moi c'est un truc qui Hmm. explose assez vite. Et puis bah c'est quand même assez classique aussi de la prise Ouais. d'androgène. Puis en plus, la forme de tes omoplates, enfin, leur grosseur et même la forme faisait qu'en fait, de dos, t'avais vraiment le trapèze supérieur qui passait dessus. Ça faisait vraiment deux bonnes boules, en fait, bien denses. Donc, Ouais. non, franchement, c'est bien ça. Très, très Non, bien. encourage pas, ça ne se fera pas. Non, non, après, bah, justement, ce qui est cool, c'est que quand on est passé par cette étape-là, juste après, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a typiquement une perte de motivation. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de dire chaque fois que j'en parle, que ce soit un podcast ou quelque chose. Il y a peu de fois où je parle de cette expérience, mais du coup, tu es dégoûté parce que tu te dis, ouais, attends, tu as eu ça, mais tu as eu ça avec aide, du coup, enfin, fais chier, motivation, il n'y en a plus, tu recommences pas. Et puis, c'est dur de s'y remettre. Et en fait, le truc assez fou, c'est que, euh, et là, je ne vais pas dire que 100% de la motivation de mes entraînements vient notamment de notre discussion et de ce qui vient de toi, mais je vais quand même t'attribuer une grosse partie de cette motivation qui m'a fait trop plaisir, c'est que je me suis dit, putain, attends. Lui, il me dit, non mais oui, c'est bon, hein, tu peux, vas-y, fonce, t'as essayé? Non, bah go. Je me suis dit, putain, t'es con, tu te mets toi-même tes propres limites avant d'essayer, t'adores t'entraîner, t'avais besoin d'un prétexte, et puis quelque part, toi, t'étais juste là en train de me dire, avec toute la bienveillance du monde, ferme ta gueule, va t'entraîner. Et tu m'as pas dit ça comme ça, mais en gros, c'était le message, et c'était parfait en fait. Ouais. Et c'était parti. J'ai vu aussi le potentiel de croissance au niveau du cou, et c'est vrai que c'est impressionnant ce que ça peut faire en peu de temps, parce que comme c'est quelque chose qu'on n'entraîne pas souvent, du moins, c'est quelque chose qui a un potentiel de croissance assez impressionnant. Et du Exactement. coup, c'est comme un gars un peu maigre qui va commencer à entraîner les bras. Bah, c'est pas la même chose que s'il commence à entraîner les mollets. Bah, il a déjà marché toute sa vie. Peut-être ça va prendre un peu plus de temps pour voir les premiers Voilà. changements. Tout Et à donc, au fait. début, en muscu, bah, voilà, on prend nos bras. Si on commence, on prend des bras et du coup, c'est impressionnant en peu de temps comment est-ce qu'on peut changer. Puis là, ben, du coup, de mon côté, ça commence à prendre un petit peu forme. Tu m'as dit Hmm. petit à petit que ça commence à évoluer et puis que c'était pas que dans ma tête. Je suis assez régulier sur les entraînements et tout. Et je vois qu'il y a vraiment un changement assez significatif. Il y a petit à petit des veines qui commencent à ressortir. Je sens que au Ouais, c'est niveau pas des, mal.
des trapèzes aussi, ça commence à faire un Oui, truc un oui. peu stock. Sur la base, là, c'est ce que je t'avais dit, c'est t'as réagi vachement vite, c'était là. Il Ouais, parle à... Ouais, ils se non, c'est découpent même vachement un bien. petit peu. Donc voilà, ça Ah, commence à venir et ça putain, chauffe. t'as la même chose que moi, et moi aussi c'est coupé là, tu vois. J'adore. Pendant le live, on sera comme ça, tout le monde. Ceci est un live naturel, évidemment. Nous sommes dans une Ouais, bien position sûr. relaxée totalement. Non, non, mais on est bien comme ça. Après, oui. Bouge pas, je continue de parler, tu vois. Donc, ouais, par rapport à cette expérience, moi, il y a un truc qui est certain, c'est que je vais reprendre des trapèzes de manière assez particulière et je dirais que ça peut pas être comparé à une progression d'un athlète naturel, je pense vraiment, parce que comme j'ai fait 90 kilos et comme j'ai eu vraiment des bons gros trapèzes, si jamais n'hésitez pas à revenir dans le fil un peu plus tôt, c'est quand même pas quelque chose que je vais qualifier de ouais, je m'entraîne bien et je sais quoi faire, etc. Ça n'a rien à voir avec mon petit côté scientifique motivé, etc. Je me tire pas une balle dans le pied non plus en disant ça, hein. Je m'entraîne, je suis sérieux, je dors bien, j'ai une bonne gestion du stress, donc je suis pas en train, voilà, mais à un moment, il faut juste dire les choses. Et puis, par rapport à cette expérience dans le passé, j'entraînais pas le coup, par contre. Et c'est vrai que malgré ça, il y avait quand même un look général, je pense, lié aux androgènes, qui faisait que, bon, bah voilà, à un moment, il y a un peu tout qui grossit. Et puis, ben, Ouais. globalement, j'avais un peu plus de poids partout, donc tu peux me rajouter quand même une quinzaine de kilos par rapport à la même taille. Ben, à un moment, voilà, ça se répartit. Et puis, Oui, même au oui, coup, tout à fait, voilà. ouais, ouais, ouais. Mais Tout à fait, ouais. c'est vraiment, là par contre, je pense que le potentiel de croissance vraiment ici, il est entre guillemets mon potentiel naturel maintenant parce que j'ai jamais entraîné le cou vraiment avec flexion, extension, rotation et puis flexion latérale. Et maintenant je le fais. Et maintenant je le fais avec bah, voilà, tous les critères qui font qu'on peut prendre du muscle. Donc j'augmente progressivement ma charge. J'ai pas encore acheté le Necflex, mais il va venir parce que voilà, j'ai ma carte de crédit qui arrive et tout, donc c'est parti. C'est le prochain truc qui arrive. Il y en avait déjà un petit qui fonctionne pour le moment dans la salle dans laquelle je suis. Donc, je me suis entraîné. Et puis, un peu comme tout muscle qu'on commence à entraîner, les progrès sont assez vite impressionnants. Et comme c'est impressionnant et c'est tout le temps visible, ça paraît con, mais quand je me moque un peu, je dis j'ai des avant-bras fonctionnels, c'est visible en t-shirt. Bah, du coup, C'est le ça, coup, c'est visible en t-shirt aussi. Alors, vous sortez tout à fait. n'importe où et puis, boum, direct, on est là, on est présent, quoi. Ouais. Donc voilà un peu pour l'expérience générale, le côté, bah voilà, j'ai utilisé des trucs à un moment. Donc au niveau des trapèzes, clairement, bah ça, quand on me voit comme ça, puis on dit ouais, oui, t'as pris des trucs, je le dis partout, les gars, si jamais, je sais, mais maintenant, voilà, ça, je pense, c'est pas la partie qui concerne les progrès, mais je recommence petit à petit des deadlifts, j'augmente aussi pas mal la charge au niveau des shrugs, et j'aime bien le look combiné de justement trapèze et puis cou. Et Mm. enfin, en tout cas, perso, après, je fais pas forcément ça pour me dire c'est le look sexy selon le modèle que les femmes trouvent. J'en sais rien. Il y a des femmes qui disent, et je l'ai déjà dit, hein, que c'est un look qui peut paraître non seulement impressionnant, mais moins esthétique que quelqu'un qui a effectivement des épaules larges, la fameuse taille fine et tout. Mais à un moment, c'est toujours cette limite entre avoir le côté artistique beau du bodybuilding, puis quand même un côté un petit peu costaud, on pourrait dire viril, ce genre de choses. Puis voilà, donc c'est un peu comme intro. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est que il y a un moment, en fait, quand tu as envie d'y aller, il faut y aller. Et si les critères esthétiques, des fois, s'ils te plaisent, c'est bien, bah reste là-dedans. Et si ça te plaît pas, enfin, moi, j'en ai encore parlé l'autre jour avec Jordan, que j'ai vu, là, on a préparé un petit truc prochainement pour YouTube. Euh, Jordan, il n'aime pas travailler les trapèzes, il fait en sorte de vraiment réduire un maximum leur hypertrophie. Moi, j'y vais à fond, en fait. Alors même que, avec ma longueur de clavicule, on pourrait déjà commencer à dire, attention, fais gaffe, tu vas peut-être rendre moins large. Et en fait, c'est vrai que quand je regardais des photos de moi, il y a de 2016 et avant, j'avais beaucoup moins de masse globale et pourtant il y avait peut-être un effet un peu plus vraiment clac-clac, comme ça. Sauf que ça, c'est que quand on me voit là comme ça. Parce que si je me lève ou que je recule un peu, bah en fait, les trapèzes, ils tiennent pas tant que ça, je trouve en tout cas. Ouais, ouais. Moi tant que c'est ça, ça me va. Après, évidemment, il y a limite à tout, mais je pense vraiment que je reviens là-dessus, hein, parce que moi, du coup, toi, tu as utilisé des produits, je n'en ai jamais utilisé. J'estime vraiment qu'en temps naturel, même si tu vas lever ce que j'ai fait, pouvoir lever des demi-tonnes, là, actuellement, je fais des shrugs à 350 et plus kilos. Euh, euh, oui, t'es fort, mais le corps, en fait, il va suivre derrière, mais il va pas grossir au point de. Enfin, Ouais. j'ai jamais vu personne avoir trop de trapèzes et pas assez d'épaules quand l'entraînement est intelligent et que le but est avoir une certaine esthétique quand même. Après, quand le but est d'être performant pour un sport, exemple strongman, lutte, je sais pas, du MMA, du rugby ou autre, bon voilà, l'esthétique ne ressent pas les steaks. Ouais, ouais, Effectivement, ouais. tu peux ressembler à rien, entre guillemets, mais qu'une brute sur le terrain. Mais là, c'est encore autre chose. Mais oui, non, franchement, je pense que niveau trapèze, même toi, tu peux y aller à fond. Je pense pas qu'il y a un seul moment où tu vas vraiment avoir des trucs tellement énormes que ça va casser complètement la symétrie.
En tout cas, pas naturellement. Avec Ouais, le pas, je dis pas. Ça, franchement, je ouais, sais pas. ouais. Il y a effectivement des mecs, c'est un truc de dingue. Mais naturellement, je pense pas. Donc ouais, voilà. Ça, c'est Euh, cool. tu voudrais envoyer sur quoi au niveau de l'entraînement du coup Bah, justement, je pense que tu as mis un premier bon point, c'est que comme c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à entraîner avec une Mhm. certaine focalisation dans l'entraînement, c'est un petit peu comme les gars qui se plaignent, qui se disent j'ai pas de mollets, puis à quel moment tu as mis les mollets en premier dans ta séance? Bah, tu regardes genre bah, c'est jamais arrivé. Bah, le jour où ça arrive et tu fais ça pendant 6 mois, puis tu reviens vers moi et tu me dis ça a pas pris, bah écoute, je m'excuserai pour tout ça, mais en dehors de ça, parle de génétique, tu trouves des excuses quoi. Donc là, on est dans Ouais. un truc assez simple, c'est on parle de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entraîner, et donc la première peur ce serait ouais, mais je vais pas entraîner le cou et les trapèzes parce que du coup, exactement ce que tu viens de dire, j'aurai moins ce look peut-être en V, je vais moins travailler le grand dorsal, on fait toujours quelque chose à la place d'autre chose. Du coup, est-ce que ça va nous faire, on va moins s'entraîner ailleurs et ça c'est un problème réel. Donc, comment t'ajouterais ça pour que ce soit pas trop un problème? Est-ce que tu ferais des séances à côté ou est-ce que tu l'intègres pleinement dans ta séance et du coup c'est juste ta séance dure plus longtemps? Peut-être le premier truc pratique comme ça, tu l'ajoutes juste en plus de tout le reste. Alors, ça, c'est un point dans lequel d'ailleurs j'ai abordé avec Jordan notre ebook pour la taille fine, parce qu'on parle Yes. également aussi de qu'est-ce qui fait au niveau de l'illusion pour avoir une taille plus fine et un physique plus esthétique. Mais en fait, tout simplement, c'est une question de priorité. Si la priorité c'est de, voilà, je veux un peu de cou parce que je trouve que quand même, voilà, c'est pas mal. Je trouve que mon cou à moi, il fait mec, donc visuellement, je me sens pas bien par rapport à ça. J'ai des gros pecs, mais j'ai un petit cou là, de moineau. J'ai l'impression que quelqu'un l'attrape à une main, il pète et il l'attrape et ça pète. Entraîner le cou là dans un contexte comme ça, c'est pas un problème. Maintenant, quand on a peur d'avoir un cou trop gros, c'est la même chose que les femmes qui disent j'ai peur de soulever des haltères et finir comme Arnold. T'inquiète pas, t'as ça de marge, t'as ça tout là-bas de marge, tu vois. Donc voilà. Après, un truc tout bête, ça serait que visuellement, en fait, ce que l'on voit le plus au niveau du cou, c'est l'avant. On fait face aux gens, les gens nous font face, ils nous regardent toujours plus ou moins de face, donc le moment, ça va être de face qu'ils vont nous voir. Si l'entraînement des trapèzes, il est encadré, de manière à ce que ce soit juste ce qu'il faut, mais pas trop non plus, et qu'on ne veut pas finir avec un coup vraiment de bulldog, bah c'est ça, on n'entraîne que le devant. C'est pas quelque chose que je recommande, plein de raisons qu'on verra après, mais globalement, si vous voulez juste entraîner le coup, histoire de, entraîner que le devant. Et ça, c'est beaucoup de bodybuilders de la Silver Era, donc années, on va dire, 35 jusqu'à 55-60, qui faisaient ça. Ils n'entraînaient pas l'arrière, Ok. à contrario de gars juste une génération avant eux qui s'explosaient l'arrière et l'avant, et par contre ne faisaient pas beaucoup de trapèzes. En tout cas, tous les exercices qu'ils faisaient de soulever lourd, parce que c'était beaucoup plus nautique strongman, qui faisait un peu tout, tu faisais gymnastique, strongman, lutte, Ouais. pugilat, pancras, haltérophilie, etc., etc. Globalement, le niveau de développement du cou et de la ceinture scapulaire était vraiment énorme. À contrario des gars avec 30-50 qui étaient plus jolis. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de trapèzes, c'était surtout la largeur d'épaule, c'était le haut de pec surtout. Donc voilà. Et ben ces mecs-là, notamment Steve Reeves, on peut citer Leroy Colbert aussi, euh, George Efferman, Clarence Ross, Melvin Wells, Marvin Eder, tous ces mecs-là entraînaient le coup, mais juste avant. Et vraiment très peu. C'était vraiment juste histoire de, voilà, de face, t'avais un coup plutôt, en fait, en ligne droite. Bon, il y en a parfois qui cachent, mais globalement, c'est vraiment comme ça. Mhm. Et fini. Point. Ok. C'est tout. Pas de nuque, truc, pas de grosses masses ici, là, pas de gros steak là. C'est tout. Donc, il y a ça. Et sinon, ça serait de tout simplement se donner un objectif au niveau de la circonférence. Voilà. Donc, un objectif très simple, c'est Steve Reeves qui l'avait donné. C'est globalement, pour avoir un physique équilibré, le cou doit être égal au bras, qui doit être égal au mollet. Ouais, ok. Donc, T'as bien selon vu. ce qui vient, voilà, tu connais, selon ce qui vient plus facilement en premier, eh ben, tu vas plutôt te caler sur une moyenne que sur vraiment le truc. Parce que si par exemple quelqu'un a les mollets en point fort et que tu veux tout caler dessus, alors que tu as des cervicales très fines et que là, très globalement, tu es très très large, donc c'est dur de remplir, ça va pas aller. Donc, soit tu fais le choix de moins entraîner tes mollets, ou en tout cas de les garder à un niveau qui te va, mais qui permet au reste de rattraper, soit tu sais consciemment que le coup, par exemple, dans cet exemple-là, ne va pas suivre. Mais globalement, moi, pour donner mon exemple à moi, la base de mon coup ici, on est sur du 47,5, bientôt 48. Le tour de bras, là, il est à 44. Et les mollets, bon après je m'étais pété l'orteil, j'ai des problèmes de genoux et tout, donc ça a mis un peu de temps, mais là globalement je suis à peu près à 42,5, je crois bientôt 43. Euh, donc forcément, là, c'est les mollets qui sortent par rapport au reste. Mais bon, il y a eu des petites raisons qui ont fait que avant tout ce truc-là, le coup en entraînement à peine, parce que j'avais déjà un énorme passif sportif, parce que j'ai jamais vraiment arrêté de l'entraîner, et aussi parce que mon entraînement à l'époque n'était peut-être pas le mieux foutu. Bon bah par exemple, jusqu'à, allez, on va dire 5 ans, mon coup, il était à 44, 43, je sais plus. Les bras, ils étaient à 41, et les mollets, par contre, ils étaient à 42.
Donc tu vois, c'est pas la même. Voilà, donc après je me dis globalement, si les bras ils peuvent sûrement faire 45, si vraiment j'y vais à fond, si je prends du poids et tout, les mollets, les 45, je suis sûr que je les ai parce que j'ai déjà eu 44, mais je t'avais raconté. J'ai eu des tendinites de tendon d'Achille, donc j'ai calmé, et puis même tendon patellaire et tout, enfin j'ai fait le con. Mais voilà, il y a cet ordre de grandeur. Donc, si quelqu'un veut, du coup, mais pas trop, calez-vous là-dessus. Par contre, quand vous voulez un développement plutôt optimal, au minimum, ça va être la flexion et l'extension. Faire comme ça, contre résistance, et faire comme ça, contre résistance. Les latéraux comme ça, les rotations, peut-être pas, peut-être dans un second temps pour les gens qui veulent vraiment le plus, plus, plus. C'est au final comme n'importe quel muscle. Quand on veut des pecs, bah, développer couché, incliné et dips. Tu veux le plus, 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 bah, va falloir peut-être caler des écartés. Peut-être va falloir mettre de la machine là-dedans, ou du cadre guidé. Peut-être que de la résistance élastique ou avec chaîne va potentiellement t'aider. Enfin, tu vois, c'est Ah ouais, ok. faut moduler. Donc, peut-être dans l'ordre pour. Je vais caricaturer, mais même si ça me saoule un petit peu de penser comme ça, il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent comme ça et je l'accepte et du coup je le présente tel quel. Si on se dit pour relativement peu d'efforts et un résultat quand même assez impressionnant, tu te dirais que finalement, flexion et peut-être pour ceux qui ont le temps, flexion et extension pour une question de santé, d'équilibre, etc., prévention de blessures notamment, et de contrôle et peut-être même aussi de développement musculaire, ça suffit au départ pour quand même avoir un bon résultat sans qu'on Ouais. se dise c'est forcément genre dangereux parce que bon, bah, ça va prendre un certain temps. Tu vois, si quelqu'un fait des flexions extensions uniquement, c'est pas aussi ridicule que quelqu'un qui se dit je veux juste des pecs et des biceps et qui au bout de 3 mois de muscu bah, va se faire classique un problème d'épaule parce que il finit comme un con avec juste un mouvement où il va faire du développé couché sans aucune bonne technique et puis Ouais. voir en avant et puis tout serré et puis voilà quoi. Donc ça, ce serait une bonne base pour bien commencer, mais tu recommandes bien sûr de faire la totalité dans l'ordre, plutôt les rotations d'abord ou plutôt les flexions latérales en deuxième. Ça, en fait, ça va dépendre. Ça, on peut en parler dès maintenant si tu veux. C'est par rapport à la fréquence d'entraînement du coup, si tu Ouais, veux. Comme n'importe quel muscle, ça va varier selon l'intensité et selon le volume d'entraînement. Donc, globalement, si on parle de quelqu'un qui est débutant, qui n'a jamais entraîné les coups, déjà de base, je pense que le mieux, ça va être un jour sur deux. Et ça va être avec zéro résistance, juste le poids de la tête. Ça, j'en ai déjà parlé. Un truc très bête, les gars, que vous pouvez faire, même les femmes, hein, parce que les femmes aussi peuvent entraîner les coups, c'est pas interdit. Euh, c'est ce que moi je faisais quand je faisais du sport de combat. Donc, faut penser que j'ai commencé ça, j'avais quoi? J'avais 12 ans, 12 ou 13 ans. C'était juste une fois, j'avais fait une chute et je m'étais un peu fait mal j'avais pas eu un torticolis, mais je m'étais un peu fait mal. J'avais demandé au prof, en fait, tout simplement. Je me suis dit, bon, euh, j'ai l'impression que j'encaisse pas bien quand je tombe sur la tête ou quand je prends des coups dans la tête. J'ai l'impression que ma tête vraiment à part comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus résistant? Et il m'a dit, entraîne ton cou. Et je lui ai demandé, d'accord, comment je fais? Il m'a dit, c'est simple, tu te mets la tête au bord tu t'allonges sur ton lit. Tu te mets la tête au bord du lit, donc dans le vide, et tu fais oui de la tête comme ça. Et tu fais la même chose en t'allongeant. Moi, j'ai essayé. Pendant 3 jours, j'ai eu l'impression que j'avais la fièvre tellement les courbatures étaient énormes. Et j'ai dit, bon, attends, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé plein d'autres trucs. Et je me suis dit, bah, vu que le cou, il bouge dans tous les sens, je peux faire la même chose sur mon entraînement, en fait. Parce qu'à l'époque, on faisait aussi un peu du pont du lutteur quand on faisait des combats de sol. Donc, j'avais déjà l'habitude d'être comme ça sur la tête et d'avoir une petite partie de poids, en sachant qu'à l'époque, je faisais 50 kilos mag. Voilà, c'est pas, voilà. Euh, j'ai déjà cette habitude-là. Donc je m'étais dit, bah, si je peux avoir l'endurance en plus pour résister aux étranglements, résister aux prises, éviter que ma tête se barre dans l'autre sens comme ça si je prends un shoot ou un kick, c'est mieux. Donc tout simplement allonger sur le dos comme ça, la tête dans le vide, et vous faites oui comme ça en regardant le plafond, sans rep. Après vous faites la même chose mais en regardant le sol, sans rep, comme ça. Il y aura une fois ça va faire là le devant, une fois l'arrière. Vous pouvez pareil vous remettre sur le dos et faire monter la tête comme ça. Donc la résistance évidemment est derrière. Donc quand vous êtes là c'est plus dur, quand vous êtes là c'est facile, quand vous êtes là c'est aussi plus dur. Mais à chaque fois vous êtes en tension. Et vous pouvez vous mettre sur le côté et faire les latéraux comme ça. Le rythme doit être contrôlé parce que si vous allez trop vite vous allez vous éclater l'oreille interne tout seul et vous rendre nauséeux tout seul. Voilà. Et pour donner mon propre témoignage et mon propre progrès avec, il faut savoir qu'à 16 ans, juste à 16 ans, il y a des photos de moi, je peux les retrouver, je peux vous les foutre, mais voilà. À 16 ans, j'avais déjà le cou comme ça, tout droit. Voilà. Alors après aussi, sport de combat, peut-être la génétique qui fait que, quand je vois mon daron, comment il était taillé aussi à 20 ans, enfin, voilà. Cette zone-là, globalement, plus les épaules vachement longues, j'étais fait pour. Voilà. Ça, c'est moi, c'est peut-être pas vous. Euh, mais au niveau des mensurations, quand j'ai commencé vraiment la muscu, je me souviens le coup que j'avais pris, j'avais déjà 41, en sachant que j'avais peut-être 35 de bras et des trucs, enfin voilà. ok. Ouais. Voilà, donc sans forcément déjà de base faire le gars solide, j'étais déjà au niveau du coup c'est déjà plutôt renforcé, j'avais déjà fait le travail de fond.
Et donc pour finir, voilà, ces trucs de oui, de non, machin et tout, à la toute fin, quand j'avais 15-16 ans, j'en faisais entre 300 et 500 d'un coup. Et ça me prenait 8-10 minutes. Voilà. Donc ça, c'est quand on est débutant pur. Ça, vous pouvez le faire pendant 1 ou 2 mois. Après, vous pouvez passer à surcharge progressive. Donc c'est là que on est William. Donc c'est Willem, pardon. C'est très simple. Un poids sur la tête quand on va faire des flexions et un poids derrière la tête quand on va faire les extensions. On commence très très bas, 2,5 kg, c'est largement assez. Si vous êtes un flambeur, vous pouvez laisser 5 kg, mais faites gaffe. Voilà. Le mouvement, pareil au niveau du tempo, ça doit être contrôlé. Il y a des gars que vous verrez faire le coup très très vite. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, vous verrez que le rythme, des fois, il est vachement vite. Il est vachement rapide, pardon. C'est parce qu'il y a deux méthodes d'entraînement de coup. Il y a pour les bodybuilders, où on va dire la prise de masse, la prise de muscle strict, et l'autre, c'est plutôt pour en anglais, on dit que c'est le sport spécifique. Donc, c'est spécifique à un sport. Et là, le mouvement rapide de coup, c'est plutôt pour le sport de combat. Donc, moi, ayant fait les deux et voulant plutôt faire les deux, je fais les deux, et voilà. Mais je ne suis pas un exemple à suivre là-dessus. Le rythme, c'est censé être 3 secondes par rep. Donc, entre la descente, enfin, la négative et la positive. Donc, si par exemple, je fais une répétition pour l'extension de cou, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est une rep. OK? Et par rapport à la fourchette de séries et répétitions, on est sur du 4, 3-4 reps, pardon, 3-4 séries, minimum 15 répétitions, et on peut aller jusqu'à 30 répétitions. C'est vraiment une zone. Alors pourquoi? Parce qu'en sachant que les muscles peuvent répondre à beaucoup de schémas, c'est parce que 1, la zone est plutôt fragile, 2, vous n'êtes pas conditionné, donc vous êtes fragile, et 3, vous n'avez pas l'habitude, tout simplement. Donc quand on n'a pas l'habitude, on fait léger, on fait des séries longues propres. C'est tout aussi bête que ça. Un mec qui a de l'expérience au niveau du coup, je ne me mets pas forcément encore dans cette case-là, mais il y a des fois où je descends à faire des séries 10-12 et ça va. Mais pourquoi? Parce que je sais ce que je suis censé sentir et pas censé sentir. Donc voilà, c'est une question d'expérience. Jamais je dirais à un gars comme Willem qui est, on va dire, un débutant intermédiaire au niveau de l'entraînement du coup, de faire des séries 10-12 sur le coup. Non, c'est c'est pas ça peut être efficace au niveau de la prise de muscle, hein, mais par contre au niveau des tissus mous et articulations et autres, non. C'est à déconseiller. Voilà. Et au niveau de la fréquence par semaine, ça peut aller de tous les jours à une fois par semaine, mais voilà, ça dépend encore une fois de l'intensité. Parce qu'au niveau des méthodes d'entraînement, il y en a 3, enfin plutôt 4, que j'ai listé d'ailleurs dans mon article sur mon compte. Les anglophones pourront en voir. Il y a la vidéo et l'article. Et la vidéo, je parle en anglais, mais il y a les sous-titres français, donc vous pourrez aller voir sur YouTube. Donc 4 méthodes d'entraînement. La première, tout bête, c'est celle qu'on va parler en premier parce que c'est la plus simple à expliquer, c'est le HIIT, c'est une fois par semaine ou une fois tous les 5 jours à peu près. C'est qu'une seule série effective, c'est souvent avec résistance manuelle, donc c'est un partenaire en fait qui vous attrape la tête et qui vous force à bouger. Et en fait, vous ne faites même pas la concentrique ou à peine, vous faites surtout la négative. Donc c'est vous ne levez pas de poids concrètement, vous ne faites que résister. Et en fait, le but de cet entraînement-là, c'est de se déchirer en une seule série par mouvement. Donc tu fais une série comme ça, tu fais une série comme ça, tu fais une série comme ça, et tu fais une série comme ça. J'ai des vidéos qui arrivent pour l'entraînement du coup, je mets juste énormément de temps pour le montage parce que je suis tout seul à tout faire, mais vous allez voir, il y a des tutoriels, et ça j'ai prévu de le faire avec un ami en qui j'ai totale confiance, et le seul mec avec qui j'arrive à faire la résistance manuelle parce que, un, il a assez de force pour me bouger, Ouais, et déjà. deux, parce qu'il sait comment faire. Oui, parce que il y en a, ils n'arrivent pas, ils sont là, ils appuient, et ils disent, mais putain, mec, ouais. Donc voilà, une seule série, vous faites entre 6 et 10 répétitions, et en fait la négative dure entre 5 et 10 secondes à peu près. Donc c'est une série qui va durer une demi-minute jusqu'à une minute entière. Ok. Et par exemple, pour l'entraînement, juste là par exemple, ça va être d'appuyer, et vous résistez comme ça. Et vous, enfin, le mec qui l'a popularisé, qui s'appelle Joe Walden, le mec qui faisait 1m85, 110 kg, il avait un coup, je crois que c'est 54 centimètres à froid, hein, juste voilà, comme ça, sans flexer ni rien, 54 centimètres. Et il a beaucoup popularisé cette méthode, et c'est le mec qui en a vraiment le plus parlé. D'autres personnes ont repris derrière, mais ouais, il n'y a jamais eu de gars qui a eu un coup comme ça. Le mec, c'était surtout les sternos, enfin les scoms qui étaient vraiment impressionnants. T'avais vraiment deux énormes bouts de chair comme ça qui faisaient pas comme ça, vraiment deux machins énormes. C'était le mec ressemble au personnage de jeux vidéo en fait et de comics Ouais, dont les j'adore. mecs sont d'ailleurs probablement inspirés. Donc Ouais. ouais, il disait lui quand il le faisait, ça lui prenait 8 minutes. Donc 8 minutes, une fois par semaine ou une fois tous les 5 jours, votre coup est démonté. Et pour l'avoir fait avec un ami justement, quelqu'un m'a dit en commentaire, c'est Kylian en effet. Et ben oui, en 5-8 minutes, vous êtes éclaté. Vous pouvez plus rien faire. Votre tête elle est lourde, vous êtes comme ça. Comment les deux, Donc trois voilà. jours après, t'es vraiment comme ça aussi. Salut, ça va? Ah bah ouais. Ah, téléphone il est mort. Non, c'est bon, t'inquiète. Comment Ah, ça t'as une s'appelle? coque? Ok, Coque super, cool. Rhino Shield, là, tu Bon. sais, ces trucs incassables.
Super. Donc Bon, ouais, c'est ça c'est pas l'entraînement facile. que je, voilà, ça c'est ce que je déconseille à personne, ou en tout cas pas aux gens débutants, mais voilà, je voulais vous le dire, c'est la méthode la plus pourrine qui existe. Vous ferez ça quand vous aurez 2 ans d'entraînement de coup, globalement. La seconde, c'est celle que je recommande aux débutants qui commencent à avoir le harnais pour qui je suis sponsorisé, donc ça c'est le Necflex, voilà, Ouais. super harnais. Donc le Necflex en fait il vient avec un élastique, il y a le harnais plus un élastique. Donc ça permet d'avoir de manière très convéniente, putain j'ai les mots en anglais, connecticut, Convenience. de manière très simple et très confortable en fait la possibilité d'entraîner son cou dans toutes les directions dont on a parlé, mais avec une résistance élastique qui est plus douce et progressive. Donc dans le mouvement, dans le moment où le mouvement vous êtes le plus fragile, vous avez le moins de résistance, et le moment où vous êtes plus fort, vous avez le meilleur avantage mécanique, bah, c'est avec le plus de résistance. Donc c'est plutôt pas mal. Et évidemment, tension continue. Donc, oui, voilà, cette méthode, ça serait d'entraîner le coup en série de 100 et presque tous les jours, 4 à 6 jours par semaine. C'est une méthode très rapide, brutale pour se conditionner, mais c'est ce que beaucoup de mecs qui font du rugby, du football américain, du sport de combat font. Ça a été popularisé par Mike Dawes, qui est surnommé The Machine. Donc c'est un mec qui est capable de se tenir avec son cou pendu, là comme ça, pendant plusieurs secondes. Il a fait des extensions de cou avec plus de 140 kilos. Tu lui tords des barres de fer sur la gorge. Enfin, le mec, c'est une brutasse, voilà. Et le mec, il a dit, voilà, quand tu commences l'entraînement du cou, mais pour une activité sportive de force, 3, 4, 5, 6 fois par semaine, série de 100. Ça va cramer, ça va brûler, mais la résistance est censée être light, et c'est vraiment pour conditionner le tout. Et quand tu conditionnes tout, tu as évidemment de la prise de muscle, mais tu as aussi un épaississement des cartilages, des ligaments, ça habitue tes cervicales à prendre de la pression, de la tension, des forces de cisaillement, et ça augmente aussi du coup la densité osseuse. Donc si vous avez le Necflex, il y a le lien dans ma description, franchement, si je suis sponsorisé par eux, c'est vraiment parce que c'est le meilleur armée du coup. Euh, Ça va être vraiment votre meilleur allié. Si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, vous faites ça avec des poids libres, mais encore une fois le mieux, poids léger évidemment, mais une fois encore le mieux, c'est un élastique que vous tenez plus, vous calez sur votre crâne, vous mettez dans votre bouche, enfin un peu à l'arrache hein, évidemment. Donc, euh, donc voilà. La troisième méthode, c'est globalement du travail de fond, c'est un peu comme ce que j'ai fait moi, mais en puissance 20, et pour les gens qui connaissent, ça s'appelle le nucleus overload, donc on surcharge un muscle en activité, on le déglingue complètement, on fait du surentraînement localisé et contrôlé pour derrière augmenter le nombre de nucléides qui se trouvent dans le muscle pour créer plus de fibres et le sensibiliser plus à l'entraînement. En fait, c'est comme si, pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est comme si vous retourniez dans une zone un peu plus facile d'un jeu pour farmer, pour prendre des niveaux, pour revenir ensuite plus loin et pour aller beaucoup plus loin dans le jeu. Donc pour le coup, c'est simple, vous le faites tous les jours, absolument tous les jours. Le minimum c'est 6 fois par semaine, donc vraiment un jour de repos parce que trop fatigué, vous n'avez pas eu le temps, voilà, ou la flemme même, ça arrive. Et vous faites 4 à 5 séries par mouvement pour le coup, et ça va être du 30 à 50 répétitions. Encore une fois, si vous voulez un récap, vous allez sur mon site et vous allez sur YouTube, j'ai parlé de tout ça. Et ça, c'est un truc que l'on voit souvent justement faire les mecs qui font du football américain, du rugby ou du MMA dans leur période in-season, c'est-à-dire quand ils se préparent pour des matchs, pour des rencontres, pour des trucs. Les mecs, c'est littéralement toute la journée entraînement du coup, c'est faire leur match avec un casque sur la tête pour les gars qui font du football américain. Donc c'est des casques quand même qui font entre 2 à 5 kilos. Donc rien que porter le casque, ça rajoute du poids. Et après, il y a les chocs, il y a les collisions, etc., etc. Tous les mecs de football américain qui sont en high school, donc l'équivalent de notre lycée ou à l'université, vous le diront, la in-season qui dure 3 à 4 mois, tous les jours non-stop, c'est le travail du coup. Et il n'y a pas un seul moment où vous n'avez pas des courbatures ou l'impression que vous êtes fatigué dans cette zone-là. Et c'est des gars, et je l'ai fait aussi, du coup, cette méthode de nucleus overload, et je l'ai fait aussi à 2 gars que je coach et 2 amis. J'ai fait 3 maintenant, mais c'est 2 amis, 4 personnes plus moi 5, plus tous ces expériences et ces témoignages un peu anecdotiques, parce qu'il n'y a pas de preuve scientifique, il n'y a rien du tout, mais voilà. En 2 mois, il est possible de prendre entre 3 et 6 cm de circonférence du cou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 2 mois, 3 à 6 cm de tour de cou. Alors, c'est Et taré. alors, personnellement, moi, avec le cou que j'avais déjà, la première fois que je l'ai fait, j'ai pris 2 centimètres en 2 mois. Et la seconde fois, c'était en plein confinement, donc c'était en avril, ouais, c'était avril-mai 2020, donc j'avais pas possibilité de m'entraîner, j'avais absolument rien pour entraîner les coups, je faisais ce que je pouvais avec mes mains, je faisais des résistances manuelles comme un con tout seul. Et bah, avec cet entraînement-là pendant 6 semaines, alors j'avais perdu un peu de masse au niveau du cou, j'ai repris 1 centimètre, et sur ce 1 centimètre-là, j'ai grappillé un demi-centimètre en plus, et c'est ça qui m'a fait pousser les 47,5 coups. Et depuis, ces 47,5 de coups, je les maintiens plus facilement parce que des fois, je peux pas entraîner les coups, j'ai pas le temps, j'ai pas le matos. Donc, je peux l'entraîner peut-être, on va dire, 2 fois sérieusement par semaine. Et ben, ces 2 fois-là, avec ce que je vais dire juste après en méthode, ça me suffit. Voilà. Et ça, c'est parce que mon cou maintenant est plus sensible à l'entraînement, il est plus sensible à ce que je fais même maintenant
fais-moi de juste faire ça. Et les muscles, en fait, je les contracte beaucoup plus facilement. Ouais, ok. Je les sens plus facilement. N'importe quel mouvement. Donc voilà. Et du coup, la quatrième méthode dont je voulais parler, c'est celle que je fais actuellement. On peut dire un espèce de mix de tout ce que je viens de dire. L'entraînement, du coup, normalement, sans confinement, sans couvre-feu, sans merde comme ça, là, je le fais 3 à 4 fois par semaine. Je fais 3 à 4 séries par endroit, du coup. Et je me fais même pas chier à le mettre en début, milieu ou fin de séance. Je le supersète avec d'autres mouvements. Ok. Ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est faire mes soulevés de terre. Et entre toutes mes séries d'échauffement de soulevés de terre, je vais faire mes extensions de cou. Et après, quand c'est mes vraies séries de soulevés de terre, je vais faire mes rotations. Et après, quand je vais faire du squat, par exemple, je vais faire mes flexions. Et à la toute fin, quand je fais du banc à lombaire, ou même pendant mes étirements, si vraiment j'ai eu la flemme ou j'ai pris un peu trop de temps, bah là, je fais mes flexions. Et l'ordre peut varier. Mais personnellement, je préfère faire extension en premier. J'ai l'impression que ça me réveille tout le cou, toute la zone. C'est aussi le plus dur, c'est aussi le plus intimidant, entre guillemets, parce que je le fais à poids libre. Donc actuellement, je le fais à 45-50 kilos en série de 12 à 20. C'est un truc qui me fait plus ou moins flipper, entre guillemets, parce que voilà, je me dis, ouais, quand même, c'est le poids d'un enfant ou d'une femme plutôt maigre. Donc voilà. Après, je fais les rotations, parce que les rotations, ça travaille vraiment le haut de la nuque. Ici, là derrière, je peux pas expliquer le pourquoi du comment. Il n'y a pas eu beaucoup d'études, c'est que de l'anecdote, mais voilà, tous les mecs qui font des rotations vous le disent, c'est vraiment cette zone-là, là, derrière l'oreille qui travaille, c'est vraiment ça qui explose. Et effectivement, ça avance ce steak qu'il n'avait pas. Donc voilà. Après, j'aime bien faire mes côtés, parce qu'en fait, avec mes côtés, je peux mettre 25 kilos, parce que j'ai accès à des disques de 25 kilos, donc c'est 25 kilos sur chaque scom et scalène. Donc ça me permet un peu de overload, voilà, de surcharger la zone. Et pour la flexion en dernier, c'est parce que du coup, 50 kilos, donc deux poids de 25, j'ai déjà fait, mais c'est ultra chaud à tenir, et puis même ça fait mal à la tête. J'arrive à faire que des séries de 10-12, après c'est ma poigne en fait qui lâche. Ouais. Donc je préfère utiliser 40. Mais du coup, avec 40, je peux faire des séries de 20 à 30, même en étant fatigué, même en contrôlant bien le mouvement. Donc voilà. Donc je laisse en dernier, parce que si je le mets en premier, je vais pouvoir faire 8 séries de 30, et Ah putain, enfin, ouais. Ouais. ouais, non, il y a un moment, en fait, après le retour volume, intensité, il est diminutif, évidemment, comme beaucoup de choses. Donc, je préfère vraiment laisser ça en dernier. Et je travaille ce mouvement, du coup, je le fais 2 fois par semaine, voire même 3. Et puis, je me démerde comme ça, quoi. Ok. Voilà. Énorme. Donc, c'est Bon. comme ça que je fais. Et c'est ce que je recommande à beaucoup de personnes, parce que c'est une espèce d'entre-deux qui peut convenir à beaucoup plus de gens. Ça évite d'être trop extrême, à entraîner les coups tous les jours. Et ça évite aussi de devoir aller chercher des trucs qu'on entraîne qu'une fois par semaine, mais que par contre, faut se déchirer la gueule, alors qu'on ne peut pas potentiellement savoir quand est-ce qu'on a trop fait, mal fait, etc., etc. Voilà. Ouais, ok, hyper clair. Bon, déjà, deux trucs juste pour rattraper par rapport au live. Il y a deux, trois questions auxquelles on a plus ou moins directement répondu. Et moi, je mettrai bien sûr en description après, on regardera ensemble, Axel, mais j'ai les liens vers ta vidéo et tes articles de toute manière. Je mettrai ceci. Et donc, clairement, bah, si jamais, voilà, Musclé Day, si jamais ça te parle, bah, clairement, là, tu as des trucs, bah, il n'y a pas de feinte. Hein. Si tu appliques vraiment ce genre de truc, et c'est vraiment ça, c'est si tu appliques vraiment ce genre de truc et que tu as même déjà une année à 2 années d'entraînement de coups, bah, tu vas encore progresser. Il y a juste aucun doute là-dedans. Ça fait pas 7 ans que tu es là. Et puis, voilà, ça. Donc, il y a de quoi faire. Ce sera en description. Et puis c'est assez cool. J'aime bien le spectre. Vous êtes complètement taré, peut-être un peu comme moi à un moment et tout, vous voulez faire ça. Vous êtes quand même pas complètement con, puis vous voulez quand même prendre un peu de coups. Et entre les deux, il y a ça. C'est cool. Non, parce qu'on touche tout le monde du coup, tu vois. Tu peux pas. Ouais. euh, Mais ouais, je pense le côté prendre un coup plus épais, ça va, et c'est dans ma tête peut-être, mais j'ai l'impression que ça va parler à des personnes qui aiment bien le look un peu justement stock, bourrin, costaud, tout ça. Et ça peut être lié, enfin le cliché, tu vois, c'est le mec qui est soit en train de faire du powerlifting, qui met des chaînes partout et qui écoute du death metal, et puis bah, tout à coup il se dit bah, je vais faire un peu plus de body, je vais prendre un gros coup, et puis voilà. Et il va pas passer par la petite méthode, il va se dire ouais, moi je me réjouis de faire 100 fois ça comme ça, sans rien du tout. Ça veut pas dire qu'il va pas le faire. Ça veut pas dire qu'il est pas capable de se motiver et tout, parce qu'à un moment, la Ouais. discipline, c'est la discipline, et tu t'en fous ce que tu dois faire, tu le fais. Mais, euh, mais ouais, c'est cool. Donc, quatre méthodes, elles sont toutes dans ton article, c'est juste ou. Ok, bon, bah voilà. Toutes. Juste pour J'ai parlé de préciser, tout. Kill, ce sera en description et ce sera facile de cliquer dessus. Et je mettrai aussi un lien après quand je repartagerai le live où vous l'aurez en swipe up directement, donc il n'y aura pas de souci. Super, merci beaucoup, mon gars. Normal, Bah, t'inquiète. en tout cas, j'espère que ça a été assez exhaustif et que j'ai rien oublié. Enfin, oui, oui, et aussi que j'en ai pas trop dit parce que des fois, je pars un peu. J'essaie de vraiment rester. Euh, j'ai pas l'impression, au pire, voilà, bah, ça fait déjà un petit moment qu'on discute et puis on parle du coup, donc ça sélectionne déjà quand même pas mal des gens, tu vois. Ouais, peut-être des gens qui nous écoutent juste parce qu'ils ont envie de nous entendre parler. Merci à vous si vous êtes là et que vous en avez rien à faire de l'entraînement, du coup, on apprécie votre présence. Mais je me dis qu'il y a quand même voilà, pas mal de personnes qui sont, ouais, qui ont de quoi suivre. Il y a pas de souci, t'es pas allé trop loin.
Donc ouais, dans les questions, c'était surtout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on stagne un petit peu? Musclé, Dave, tu nous as donné les mensurations entre 36 et 38 à 16 ans à froid à la base du cou. Donc ouais, bah, à 16 ans déjà, t'as déjà un sacré bout de chemin, c'est la classe. Franchement, Euh, ouais, hein, t'es sur le bas de la moyenne, hein, mais à 16 ans, quoi. Donc, ouais, bien. ouais. C'est franchement bien. Quand tu mesures, Axel, tu prends jamais enfin, tu prends essentiellement au plus épais, ou tu prends plutôt en haut pour te comparer. Par exemple, quand tu disais les mensurations proposées par Steve Reeves, c'était la base ou c'était, enfin, la base dans le sens ici ou au plus fin qui prenait? C'est ça. Alors, la mensuration de base qui est tout le temps prise, que la majorité des gens se comparent, c'est la base. Moi, je Ouais, prends les deux. Je prends celle-là, là, au niveau de la base, ouais, et je prends ça juste au-dessus de la paume d'Adam, juste là. Et ok, c'est pour ça que je t'avais dit, moi, ici, j'ai 47,5, ici, j'ai 44. ouais, Voilà. d'accord. Je Donc, fais, c'est comme la cuisse, en fait. La cuisse, si tu prends vraiment juste à l'aine, ouais, la majorité des gars, à partir du moment où tu as une chaîne postérieure développée, enfin, moi, par exemple, je crois que j'ai 63 ou 64. ouais, Et tu descends, on va dire, aux deux tiers ou à la moitié de la cuisse. Et bah, pour reprendre mon exemple, moi là, je suis à 57, je crois, ou 58, je sais plus. Donc, ok, tu vois, il y a déjà, il y a cette forme directe dans l'esprit de se dire que c'est un truc qui va comme ça, tu vois. ouais, Et du coup, dans un aspect bodybuilding, bah, si on prend l'exemple de la cuisse, tu as des cuisses qui font 70 cm au niveau de l'aine. C'est bien, c'est énorme, c'est un truc de fou. Tu descends et au niveau du genou, t'as que 50. Ta cuisse, ça ressemble à rien. ouais, ouais, T'as clairement. t'as un énorme point faible au niveau du bas du quadriceps parce que évidemment, les tensions peuvent être réparties plus ou moins sur un endroit du muscle, surtout quand il est long, l'exemple du quadriceps. Donc c'est là il y a un truc à faire avec le VMO, avec le vaste latéral notamment, etc., etc., quoi. Ou alors, c'est que tu en as trop fait pour la chaîne postérieure et les adducteurs et que voilà, faut te poser un peu la question, est-ce que ce serait pas bien de les laisser un peu sur le côté, que la cuisse ait plus un aspect tronc d'arbre que, voilà. Alors pour le coup, moi c'est pareil du coup, parce que la base, moi j'ai très vite réagi avec tous les entraînements que j'avais déjà fait avant, la base de sport de combat et tout. Le haut, ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'ai une ossature très très fine qui s'est renforcée avec le temps, avec la pratique de sports qui mettent des chocs dessus, et avec la musculation évidemment, qui a mis du lourd dessus. Évidemment, dans l'os, je ne sais pas si vous savez les gens qui regardent, mais dans l'os, on a une partie plutôt externe qui s'appelle le périoste. Et le périoste, c'est une partie de l'os qui peut se péter et se re-renforcer derrière. Donc, c'est de là où on applique la Wolff Law, donc la loi de Wolff, avec deux F, que plus ton corps tu le mets sous pression, sous contrainte, plus même jusqu'au niveau osseux, il va se renforcer. Et un exemple tout bête, chez moi encore une fois, c'est le poignet. Quand j'ai commencé la muscu, j'ai pris toutes les mensurations possibles et imaginables, tout. J'avais des poignets de 15 cm. Je pouvais faire ça. Je pouvais l'attraper, ça faisait comme ça avec mes doigts. Maintenant, ça fait ça. Et il Ok, fait 20. Donc, s'il est passé de 15 à 20, c'est pas que j'ai musclé le poignet, hein, c'est pas possible. Là, c'est surtout des tendons, des ligaments, des attaches. C'est ouais, surtout ouais, qu'avec le poids, quand je fais des dips, des développés, des machins, bah, il y a du poids, il y a de la pression, ça s'est renforcé. Surtout avec le travail spécifique de l'endroit. Pour l'anecdote, bon, bah, pour le coup, c'est pareil, ça se renforce. Mais euh, c'est toujours plus ouais, facile de le renforcer au niveau distal, avec tous les exercices basiques, donc avec poids libre. Donc, distal, c'est là le plus loin possible des cervicales, que proximal, au niveau de l'articulation. Parce qu'au niveau du cou, en fait, finalement, tous les mouvements, c'est là. hmm, C'est vraiment juste ça comme mouvement. Et ben là, élastique, travail spécifique, et là, on trouve un cou qui a du coup un endroit plus haut, plus développé, et en tout cas plus en harmonie avec le bas. Parce que même si effectivement avoir un cou globalement, une espèce de pyramide qui fait vraiment comme ça, c'est plus impressionnant. S'il fait ça, mais que la pyramide elle s'arrête là, t'as pas l'air con, tu vois. ouais, 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 ok. Donc voilà. Eh ben, ça fait partie. Il y a deux, trois remarques de ton pote Max qui me fait marrer. Mais on Non, va mais, non, lui c'est bon, c'est pas grave. Oui, vous Max, pouvez les oui. lire si vous voulez. Oui, oui, Max, tu fais 12 à 15 pour la masse et la C'est définition. ça. Ouais. C'est Donc ouais, voilà. Alors après, oui, petite parenthèse, je pense que c'est important de le dire, c'est parce que je sais que tu as une audience féminine qui est plutôt élevée, en tout cas beaucoup plus que la mienne. C'est l'entraînement du coup pour les femmes. Oui, non, peut-être, pourquoi? Alors ok, cool, vas-y. la première chose, ça serait que, alors oui, oui, les femmes peuvent entraîner le coup et même devraient. Tout le monde devrait entraîner le coup, surtout aujourd'hui, actuellement. Pour plusieurs raisons que je vais juste voir après, c'est par rapport aux blessures, les préventions et autres. Mais oui, les femmes, si vous entraînez le coup, il y a un truc très bête dont on n'a totalement pas parlé, Will et moi, c'est au niveau esthétique. Au niveau esthétique, au niveau du look, un coup un peu plus large, ça met en valeur votre visage. C'est aussi plus en accord au niveau des ratios différents que vous pouvez avoir au niveau des segments de votre corps.
Et en mettant votre mâchoire plus en valeur et votre visage plus en valeur, vous avez l'air d'être plus joli sans avoir absolument rien changé. Juste parce que votre tête est mieux mise en valeur, tout simplement. Et pour ça, un truc très bête, et vous pouvez le voir juste sur Google, hein, vous pouvez regarder sur ordinateur maintenant ou après, vous tapez Photoshop mec. Et Hmm. vous allez voir des gens qui ont photoshopé des mecs avec des coups énormes et qui ont rétréci avec Photoshop. Et d'un coup, le look, t'as l'impression que le mec il a le cancer, qu'il est maigre, qu'il est malade, enfin il y a un truc qui va pas. Et au contraire, des mecs très maigres qui se photoshopent le cou et que d'un coup le cou bah, ça devient plus gros, là tu te dis waouh, tu te dis pas forcément c'est un beau gosse, mais tu te dis ah ouais bien, tu vois. Tu te dis ah Mhm. ouais le mec il est là, tu vois, il est bien, il est présent, tu vois. Pour les femmes c'est la même chose. Il y a deux trois actrices, forcément j'oublie les noms, donc voilà, j'aurais dû prendre des notes. Mais par exemple Ronda Rousey, c'est une ancienne combattante MMA, la meuf sans avoir un cou gigantesque. Et alors même sûrement qu'elle a pris des produits de trucs parce qu'il ne faut pas arriver à ce niveau-là, voilà. Bah au niveau du le coup qu'elle a, c'est pas un coup tout maigre, c'est un coup qui voilà qui est athlétique, qui est tonique. On regarde au niveau de sa tête, ça va en fait. Et bah pareil, vous photoshopez, vous rétrécissez le cou, vous avez l'impression la Ronda là, et elle est malade, il y a un truc qui va pas. Et il y a une autre femme, c'est une actrice qui a fait une méchante là dans Deadpool, le premier film. Là, c'était une femme qui s'est battue contre le mec là, le mec en acier, là, elle avait une super force et elle était alliée avec le gars qui était chauve, là, qui était méchant, j'oublie son nom, là. Francis, voilà. Et ben cette actrice-là, elle est dans beaucoup de séries un peu policières, avec des méchants, des trucs. Il y a des scènes où tu la vois courir, où tu la vois se battre, ou même juste elle est là, elle est en super tenue de soirée, style séduisant, glamour, je ne sais quoi. Et ben, au niveau de la jonction visage-épaule, vraiment toute cette zone-là, au niveau de la gorge, c'est super joli. Pourquoi? Parce que la meuf, elle a un coup tonique, en fait. Hmm. Et du coup, si en tant que femme, vous manquez un peu dans cette zone-là, que c'est un peu mince, euh, entraîner le cou, la rendre plus tonique, la rendre plus forte et la rendre plus grosse, ça va faire que mettre en mieux en valeur votre visage. Au moins le bas du visage au niveau de la mâchoire. Donc voilà, et puis évidemment, si vous travaillez une zone et que par exemple vous avez du double menton, que vous avez un peu de peau, un peu de chair ici, ça peut aider localement à utiliser plus facilement le tissu adipeux qui est stocké, et donc localement, entre guillemets, perdre un peu de poids ici, même si évidemment la perte doit être locale quand on a un surplus. Donc voilà, et après au niveau des exercices, c'est la même chose que pour les hommes, c'est juste que vous devez partir sûrement de plus bas. Parce que là, évidemment, c'est une zone où nous les hommes, on a les récepteurs androgènes. Si un homme a plus de testostérone qu'une femme, de base, le niveau de force du haut du corps va partir de plus haut que son clone qui est féminin. C'est toi-même tu sais, c'est scientifique, ça a été prouvé. Donc une femme devrait partir avec des variantes plus simples, peut-être un volume plus bas, vraiment pour se conditionner, s'habituer. Et globalement, la courbe de progression, c'est la même chose. C'est un truc quasi linéaire, c'est juste qu'il faut partir un peu plus bas. Voilà. Vraiment, je vous le dis, il y a une femme actuellement que je coach qui a entraîné son couple, qui faisait de la boxe avant. Là, elle a repris l'entraînement du coup, elle est très contente. Je sais que dans les 3 semaines, il y aura déjà des changements visuels qui vont être là. Et ça lui allait très très bien d'avoir un coup plutôt tonique. Elle a perdu énormément de poids, là, elle reprend. Enfin, je vous le dis, il n'y a absolument aucun problème à entraîner le couple. Euh, et on en vient du coup aux histoires de blessures, performance, voilà. Alors, comme toute zone, le cou, c'est sujet à plein de tensions, pression, ça peut être le lieu qui est l'air très facile à blesser dans la vie de tous les jours, et même à cause d'accidents. Donc, je pense notamment aux histoires d'accidents de voiture, là, pour le coup. Euh, il y a eu des études pour le coup qui ont démontré que c'était prouvé en fait que le coup, entraîner du coup et plus fort du coup, plus massif du coup aidait pour la prévention de blessures. Alors il y en a une, j'ai oublié les références, mais tout ça c'est dans l'article et dans la vidéo, donc vous pourrez les avoir. Il y a aussi le lien dans la description YouTube, donc pareil, il y a pas de piège, tout est listé. C'est une étude qui avait été faite sur des gars qui faisaient du football américain à l'université, avec leur travail de renforcement, pour 1% de force en plus. Non, c'était quoi? Non, c'était voilà, donc c'était un livre, donc une livre, donc 400 grammes de force en plus sur ce mouvement d'extenseur de la nuque. Il y avait 5% de chance en moins de choper une concussion. Donc une concussion, c'est une commotion cérébrale en fait, c'est-à-dire que le cerveau il va prendre un choc, la poitrine va prendre un choc, et le cerveau qui flotte dans du liquide céphalorachidien va en fait bouger à l'intérieur et ça va taper les parois et ça vous fait super mal à la tête. Vous avez une espèce de mal de crâne interne qui est énorme, mais le problème c'est que quand ça va trop vite ou que la commotion elle est énorme, c'est là qu'on peut avoir des dommages cérébraux et c'est là qu'on peut avoir des trucs genre des œdèmes et des machins. Voilà. Une livre de force, 5% de moins de chances d'avoir ce genre de blessure. La deuxième étude, ça avait été fait sur la circonférence du cou. Et globalement, il y a une charte qui a été mise. D'ailleurs, il faudra que je mette l'article à jour parce qu'il me semble que je ne l'ai pas rajouté, mais j'avais mis autre chose. C'est par rapport aux données de cette étude. C'est qu'en fait, quand on prend la charte, donc deux axes,
on a la circonférence du cou qui augmente, donc on est parti, je crois que c'était 40 cm de circonférence de cou jusqu'à 55, enfin un truc de fou, et on regarde le nombre de blessures. Et ben la courbe a fait ça, Ok. comme ça. Plus le cou il est gros, plus il y a une surface de choc pour absorber, plus les stabilisateurs sont travaillés, plus évidemment du coup les cervicales, les ligaments, tout ça, c'est mieux tenu, c'est mieux conditionné, et donc évidemment le risque de blessure va descendre. Si votre cou est un peu plus gros et un peu plus fort, votre risque de blessure il descend. De quel genre de blessure on parle? On parle des donc, commotions cérébrales, donc un choc sur la tête qui fait que votre tête va bouger et donc le cerveau à l'intérieur avec. Euh, les forces de cisaillement, si d'un coup il y a un truc qui appuie sur votre tête et qui vous envoie comme ça, pour éviter de vous faire mal au cervical. Et la troisième chose, ce serait les coups du lapin. Coup du lapin, peu importe la cause. Donc ça peut être vous qui tombiez, donc ça fait comme ça. Le coup du lapin, c'est un truc très rapide qui fait ça. Donc ça peut être pincement discal, pincement d'un nerf, ça peut être contracture musculaire, ça peut être encore une fois une commotion cérébrale via un coup du lapin. Mais ça peut être aussi avec les accidents de voiture. Et ça, les anecdotes de gens qui entraînent le coup ou qui avaient un coup développé, qui ont eu un accident de voiture et qui ne s'est absolument rien passé, il y en a plein. Parce que dans un accident de voiture, au niveau de la tête, ce qui se passe, c'est que vous faites comme ça, vous êtes bloqué par la ceinture sécurité si vous en avez une, et après ça fait comme ça très vite. Et rien que moi, faire ce mouvement-là comme ça vite, je sens qu'il y a de la tension. Mais jamais de ma vie avec un coup du lapin, et des fois je me suis tombé, je me suis cogné haute, jamais de ma vie je me suis fait mal. Voilà. Donc corrélation, causation, tout ça. Donc voilà, même si vous avez peur d'entraîner votre cou parce que vous avez peur de, voilà, de faire trop balèze, vous blesser ou autre, sachez que l'entraînement du coup va vous réduire votre risque de blessure par rapport à beaucoup d'autres choses qui peuvent arriver selon votre sport ou votre activité physique ou juste parce que voilà, accident et c'est la vie qui arrive. Euh, et l'autre chose dont j'aimerais parler au niveau du coup, c'est la sûreté d'entraîner le coup. Il y a plein de gens qui se disent c'est dangereux, on va se péter la gueule. Ah, parfait. Je voulais que tu On va abordes se faire ça. mal. Ouais. Alors, l'entraînement du coup, c'est comme toute chose. Tu fais du soulevé de terre avec le dos rond, t'es un abruti. Tu fais du squat avec le dos rond, t'es un abruti. Tu fais la presse à cuisse, tu tends les jambes à fond, tu fais de la merde avec ton angle, tu décolles tes calzons et tout. T'es un abruti. Tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Si ton entraînement du coup, tu le fais de manière intelligente, pourquoi tu te ferais mal en fait? Voilà, c'est tacite, hein, c'est de la logique pure, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui oublient en fait. C'est comme les mecs qui disent développer nuque et les trucs d'épaule comme ça, c'est pas bien. En squat, t'as tes épaules comme ça, de quoi tu parles en fait? C'est la même position que tu développes nuque, abruti. Enfin, vous me faites chier en fait, j'ai envie de vous tarter. Il y a des fois des trucs comme ça, je me dis c'est tacite, t'as même pas besoin de le dire en fait. Et pourtant, c'est un truc de dingue. Bon, pour le coup, c'est la même chose. Si t'as assez de récupération, si tu t'échauffes correctement, si l'exercice tu le fais correctement, si tu pars d'une charge maîtrisable et maîtrisée et que tu vas vers des charges progressivement de plus en plus lourdes, mais toujours dans un cadre safe, à quel moment tu veux te faire mal? À quel moment? Explique-moi. C'est pas logique, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'est exponentiel. Plus la zone elle est forte et qu'elle est grosse, plus ça a été prouvé que du coup, tu avais moins de risque de blessure. Ça veut pas dire que tu vas jamais te faire mal, mais ça veut dire que le risque en plus il diminue. Donc l'entraînement, du coup, il n'y a que du bénéfice en fait, à part si tu fais l'abruti. Voilà. Donc je sais pas quoi dire de plus en fait. Je sais pas, oui, t'as quelque chose à ajouter, tu veux que je précise quelque chose? Enfin, Non, non, mais en fait, j'ai 5 exemples qui ont à voir avec la muscu ou pas, qui vont dans la même direction, et c'est cette idée de pensée juste rapide, complètement ridicule. Ah, t'as mal au dos? Ah, repose-toi. Ah, t'as mal ici? Surtout ne le fais pas. T'as de la peine à digérer le glucose? Surtout arrête d'en manger. Genre, attends, à quel moment tu penses que ton corps est capable de s'adapter, de progresser, de revenir à un état de base, voire même de s'améliorer? Ou est-ce que tu es juste en train de systématiquement, quand tu as un problème, dire ah, c'est bien triste, je fais plus rien de ma vie? C'est une question de philosophie même à la base. Tu vois, tu te dis putain, mais le mec, genre, chaque fois il leur arrive un truc. Oh, ok, j'arrête. Ta vie, elle doit être super. Franchement, ah oui, chaque non, fois que t'as une merde, c'est fini. Tu fais plus rien. c'est au fond du fun le truc. Ah ouais, non. Ouais, non, non, mais c'est fun de chez fun. Ouais. Donc, ouais, bon, à mon avis, il y a un problème derrière qui est plus profond que le potentiel de réflexion. C'est des gens qui ont, enfin, qui peut-être ont eu des soucis avant, j'en sais rien, je ne vais pas monter dans de la socio-primaire ou des trucs du style, mais quelqu'un qui a eu des emmerdes toute sa vie, puis finalement le seul réflexe qu'il a, c'est ne pas explorer, etc., ce genre de choses, on pourrait se dire, bon ben voilà, chaque fois qu'il lui arrive un truc, il fait plus rien. Je me suis blessé une fois, j'ai fait plus de sport. On m'a fait une fois une critique parce que je dessinais mal, j'ai plus jamais dessiné de ma vie. On m'a fait une fois une critique parce que j'ai fait du basket et puis j'ai fait une mauvaise passe, j'ai plus jamais fait de basket de ma vie. Bon bah voilà, chaque fois que tu reçois une remarque, t'arrêtes ton truc et puis merde. Comme c'est à peu près ce type de raisonnement, tu vois. Donc, sinon, j'ai pas, Tout comme à fait, toi, ouais. j'ai pas de. Alors oui, tu peux te dire, mais je vais quand même un peu pousser le truc. Tu dis, alors du coup, tu peux manger, tu peux respirer, t'as une certaine vascularité, la tête, c'est un endroit que tu n'as spécialement pas envie d'abîmer. Du coup, ça peut faire peur, mais le raisonnement est le même. Enfin, ça reste des muscles, quoi.
Finalement, Ouais, donc, tout à fait. même en allant dans ce sens-là, je sais pas. Mais je faisais exprès l'effort parce que je sais que quelques personnes vont avoir cette idée de base qui est ah, t'as mal au genou, bah surtout arrête de fléchir les jambes. Mhm. Surtout évite que le genou avance et puis s'éloigne des pointes pour que justement tu sollicites moins le quadriceps. Une manière de dire t'as mal quelque part, surtout ne renforce pas l'endroit qui te permettra de plus te blesser par la Tout à suite. fait. Voilà, supprime le problème, mais pas, ne va pas vers la solution. Voilà, c'est ça. Fais l'autruche quoi. T'as un problème, fais l'autruche. Cool. Tout Fais à ça fait. pour toute J'ai ta vie. j'ai un ami pour l'anecdote qui a de l'arthrose au cou. Mhm. L'arthrose, hein, vraiment, voilà, déclaré. Et pourtant, il est jeune. Hein, Ah franchement, je merde. trouve ça con, mais bon. Il y a le facteur génétique, contexte et tout, stress, voilà. Je suis en train de doucement, mais sûrement, mettre l'idée dans sa tête d'entraîner le cou. Ouais. Parce que même avec de l'arthrose, il y a un capital, on va dire, de régénération pour vraiment faciliter la chose, qui est présent. Et si tu as de l'arthrose dans une zone, la dernière chose que tu veux, c'est ne plus la bouger, ne plus la mobiliser, ne plus la mettre sous contrainte. Alors évidemment, le mec, je vais pas lui dire de faire comme moi, de se mettre 40 kilos sur la gueule et tu vois, non, non, il va commencer léger, juste le poids de sa tête. Mais juste avec ça, je suis sûr que ça va améliorer parce que des fois, il a du mal à se lever le matin parce que le cou est raide. Qu'est-ce qui se passe la nuit, on ne bouge pas. Ouais. Il y a aussi des fois où, parce qu'il fait très humide ou qu'il fait froid, pareil, il a un peu de mal voilà, euh, à l'entraîner le coup. En fait, ça va aider justement à ce que la lymphe et le sang circulent et que cette zone soit justement moins à même d'être sujette à ce genre d'inconfort et de douleur. Alors évidemment, est-ce que le mec il fera des records du monde avec des trucs du coup? Je pense pas, non. Voilà. Mais je sais que ça lui fera du bien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, sans forcément aller jusqu'à l'arthrose, il y a beaucoup de femmes, je reviens d'ailleurs sur parce que c'est beaucoup elles, j'ai l'impression, qui sont sujettes, c'est les tensions dans la nuque et les cervicales, et elle est toute tendue. Parce que travail assis, parce que posture, parce que le soutien-gorge, parce que Du coup, il faut pour le étirer. stress, Voilà. Il faut juste voilà. étirer. Non, je déconne. Ouais, non, ouais, non, vas-y, non, juste fais ça, tu verras, ça va aller mieux, ça va bien se passer. Non, si tu entraînes le coup, et que la zone elle est plus renforcée, elle est plus forte, le corps va voir au niveau des tensions, il a des capteurs de tension, on appelle ça l'appareil de Golgi, il a des capteurs de tension, il va se dire ah ça va, je suis mastoc en fait, je suis balèze, je peux y aller. Et le muscle va faire ok bah je me détends là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit énormément de mecs qui demandent mais pourquoi telle personne a les muscles durs et pourquoi l'autre il a les muscles mous. Parce que t'en as un qui est tendu, que le corps il a l'impression qu'il y a rien qui va l'éclater. Donc évidemment il y a d'autres capteurs, il y a d'autres facteurs. Il y a des mecs comme moi qui ont les muscles tout mous. Vraiment, moi, quand je ne contracte pas, le truc c'est tout mou. Par contre, quand je contracte, c'est du granit. Pourquoi? Parce que, sport de combat, parce que donc beaucoup de mouvements, en fait, t'es relâché, et puis d'un coup, tu dois contracter pour aller vachement vite. Et deux, le tonus musculaire est comme ça, parce qu'en fait, j'ai tellement de viande que le corps, il se dit, bah, en plus, je suis très souple. Le corps, il se dit, bah, vas-y, il va partir sans avec son épaule comme ça, il va faire des trucs comme ça, mais je m'en fous, je suis tenu. Enfin, il y a un moment, je peux pas, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et bah, pour le coup, c'est pareil. Si jamais vous êtes tout tendu comme ça, vous pouvez pas bouger, ça vous fait mal. Et dès qu'on fait des massages, vous y allez pendant 20 minutes pour enfin que ça commence à se détendre. Vous entraînez le cou, vous augmentez la circulation, vous augmentez du coup l'apport en oxygène dans plein de bonnes choses, vous renforcez la zone, les capteurs vont se dire ah bah ok on est zen, et d'un coup votre posture, comme ça, et ça va être plus zen, plus calme. Et il y a aussi ça du coup qui va d'ailleurs dans le sens de, par une fois, de promouvoir l'entraînement du coup, c'est la posture. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme ça, ou qui ont la tête qui fait ça. Donc dans cette position-là, en fait, le scom il est étiré et les extenseurs sont contractés. Donc ça c'est trop raide et ça c'est trop bon. Donc juste, encore une fois pour les mecs ou les femmes qui ont peur d'avoir un gros cou, juste entraîner le devant du cou et cette fonction de, voilà, comme ça, faire ce mouvement-là, bah, à terme on passe d'une posture qui est comme ça à une posture qui est là. Voilà. Et donc ça fait moins de force de cisaillement et de pression sur les cervicales, ça fait moins d'inconfort, ça fait une meilleure possibilité de respirer, ça fait que vous avez moins l'air d'un chlouche là dans la rue, et tout se passe mieux. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Will? Magnifique. Je pensais que tu as une petite question directe. Après, j'ai un truc que j'aimerais rajouter, mais qui est un petit peu, qui part dans tous les sens, mais qui va regrouper tout ça. C'est le genre de, enfin, je vais parler de high energy resting living state au niveau des cellules. Et puis, je préfère qu'on fasse d'abord Ah la oui. pratique avant que je me fasse plaisir sur un truc un petit peu, on va dire controversé. Tu as une question de Jim qui dit jusqu'où faut-il pousser le mouvement en extension? Confortable, ce qui est confortable pour toi. Ça va dépendre de plein de facteurs que même là, il faudrait que je mette 20 minutes à tout expliquer. Globalement, tu tires, enfin, tu descends la tête jusqu'à ce que tu sentes que ça tire dans cette zone-là, mais un étirement confortable, et tu montes jusqu'à ce que tu sentes que ça soit contracté, mais pas jusqu'au point de te pincer quelque chose. Voilà. C'est comme les articulations du coude, hein. Tu vas pas plier quand tu fais tes extensions, ça sert à rien de plier le bras absolument là comme ça. Par contre, tu sais qu'il faut pas tendre à 100% parce que sinon tu peux mettre potentiellement la charge sur le tissu de support et de connexion au niveau de l'articulation. Le coup, c'est la même chose. Moi, ce que je fais quand je suis en extension, je suis comme ça, je pars là,
je descends là. Du moment où je chante ma barbe et mon menton touche mes pecs, là, je sais que c'est bon. Alors je pourrais aller beaucoup plus loin comme ça. Mhm. Et après, je remonte et je remonte à peu près là. Parce que si je fais ça, je sais que du coup, le poids qui va vers le bas, il va bien compresser les cervicales. J'aime pas la sensation. Donc globalement, je fais un mouvement comme ça, ce qui est à peu près 80% de mon mouvement à moi complet. Mhm. Voilà. Donc après, c'est à toi de voir. Pareil, la flexion, c'est pareil. Si tu vas en flexion, tu vas tout en bas comme ça. Souvent, je fais ça allongé sur un banc et je suis très légèrement comme ça, donc les trapèzes me servent de coussin littéralement. Je sais que je peux descendre vachement bas comme ça. Par contre, quand je monte, ça sert à rien que je remonte là parce que sinon je m'étouffe tout seul, je m'écrase moi-même et mes voies respiratoires en fait. Donc ça sert à rien, je fais juste comme ça. Donc là, on est plus sur 90% à peu près de mouvement, mais, euh, mais voilà. Toi, tu testes, tu verras par toi-même en fait. Parce que vraiment, c'est une zone, c'est très individuel. Ça dépend de plein de facteurs et même de la sensibilité à tout à chacun, de l'inconfort que l'entraînement du coup peut générer. Voilà. Ouais, carrément. Les premières fois, quand tu commences à charger un petit peu et puis que tu te dis, alors d'habitude je respire, mais là je Ah oui, oui, ouais. pas porte le c'est vraiment, c'est surprenant. Mais c'est cool qu'on aborde ça aussi, que ce soit quand même un peu concret, quoi. Un super commentaire, le travail de Kumar rendu plus résistant en boxe, ouais, carrément. Ça m'étonne pas, ouais. Ouais. Tu sais quoi, je te l'avais déjà dit, oui, je crois, mais c'était en privé. J'ai jamais été mis KO une seule fois de ma vie. Et le Hum. seul TKO que j'ai pris, donc la différence entre KO, c'est voilà, t'es out, enfin, tu ne réponds plus. Voilà, on te fait ça devant ta gueule, et il se passe rien, t'es inconscient. Et un TKO, c'est quand genre tu tombes ou genre enfin voilà, tu perds un peu l'équilibre de tes jambes et faut accuser le coup. Voilà, tu mets quelques secondes à reprendre le truc. Et ben zéro KO de ma vie, j'ai pris qu'un seul TKO. Le mec qui m'a mis ça, il faisait 10 kilos de plus que moi. Et je l'ai pris parce qu'il a réussi à. En fait, j'ai trop téléphoné un coup, donc il a réussi à contrer le coup et me mettre une contre-attaque, mais avec tout poids. En fait, en fait, le gars, il a esquivé un direct sauté que j'ai mis. Et en faisant ce mouvement-là et en repartant comme son uppercut, je l'ai pris là. J'ai pris vraiment tout son poids, toute la vitesse comme Ouais. ça. Et même comme ça, en fait, ma tête, elle a pas tant bougé que ça. Elle a juste fait comme ça. C'est juste que forcément, ça a suffi pour faire bouger en fait le cerveau. Et donc, j'ai pas compris. J'ai vu le plafond, j'ai vu le ponk, et j'étais Ouais. par terre. J'ai fait hop. Qu'est-ce que je fous là? Et après, je me suis relevé. J'ai fait ah, j'ai mal à la tête. Et j'ai eu un petit mal de crâne comme ça pendant 3 jours. Voilà. Ok. C'est la seule fois de ma vie que j'ai pris un TKO et je sais que mon coup y est pour quelque chose en fait. Ah ouais, purée, ouais. Voilà. C'est clair. Mm. Ok, bah écoute, magnifique. Là, je vois pas de questions en plus au passage. Puis j'avais envie, si tu as encore un petit instant, d'aborder ce côté relâchement musculaire, mais aussi le côté de cette opposition entre une grande quantité d'énergie et puis rigor mortis, si ça te va, ou tu penses que c'est un peu trop Bien perché. sûr. Non, non, vas-y. Mais moi, Ok. je suis intéressé. Vas-y. Non, non, bah cool. En fait, dans cette idée, si on part du problème même philosophique presque de base, qui est que dès qu'on a un problème, on arrête la source du problème plutôt que de se renforcer face à ce problème qui risque de revenir. Une autre manière de dire, voilà, on fait l'autruche plutôt que d'avoir une approche de résilience. En fait, on peut se dire, on a mal au dos. Bon, qu'est-ce qui a pu causer ça? Ça peut être plein de trucs, mais admettons que le principe de base, même si c'est pas forcément correct ici, ce serait d'avoir une forme de renforcement. Bon, ça pourrait être le dos, mais ça pourrait être mille autres choses, et c'est pas ça là où je veux revenir, mais c'est dans l'idée. On peut revenir avec un pouvoir pour faire face qui est supérieur. Et ça, c'est lié avec quelque part qu'est-ce que nos cellules peuvent faire. Donc nos cellules, au final, c'est ce qui forme la totalité de notre corps, mais c'est regroupé sous forme voilà, organes, tissus, etc. Mais une cellule qui est capable de faire son taf, c'est une cellule qui a suffisamment, notamment de la fameuse énergie cellulaire d'ATP, et qui a une certaine structure qui est conservée. Et Mm. il y a un côté controversé qui est lié avec la structure de l'eau. Alors ça, c'est pas du tout quelque chose qui va être accepté par tout le monde, c'est quelque chose qui est proposé par un universitaire, c'est vrai, mais on parle de, globalement, en tout cas, quelque chose qui est le lien ATP-magnésium à l'intérieur. Donc ça, c'est un couple qui n'est pas controversé en l'occurrence, et on pourrait dire, et ça, c'est des travaux, par exemple, de Albert St. Georgi, qui est quelqu'un qui a été bien sûr pointé du doigt par le Dr. Raymond Peat, il y a ce côté que Gilbert Ling mentionne aussi, avec quelque part l'eau, et puis lorsqu'il y a assez d'énergie, la cellule est détendue. Elle n'est pas contractée, elle est détendue. On pourrait voir ça comme ça. Et quelque part, Mhm. cette idée, c'est que lorsqu'on on a un bon fonctionnement thyroïdien, d'une autre manière de dire que au niveau de nos cellules, on a des bonnes réserves d'énergie, on est prêt à avoir quelque chose qui se passe et à revenir à un état de repos. L'inverse, pour comprendre encore plus facilement, ce serait de dire on est mort, il n'y a plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe? On est tout rigide. Et donc, en fait, il y aurait un lien entre l'étirement, la détente et un haut niveau d'énergie, et puis aussi un gros potentiel de contraction très rapide. Et quand tu dis, par exemple, tu parles à des personnes qui ne sont pas forcément ultra musclées, mais qui ont des puissances de frappe monstrueuses en arts martiaux, le côté détendu et tu comprends même pas d'où ça part. Et moi, je suis nul en arts martiaux, donc c'est un exemple bidon, mais c'est quelque chose qui est lié avec
un potentiel de puissance, mais qui est aussi lié à la capacité à vite revenir à un état de repos, à vite resynthétiser, rééquilibrer l'ATP présente. Et en gros, ce serait une autre proposition aussi de mode de contraction musculaire qui serait différente de ATP, ADP, avec cette hydrolyse de l'ATP en ADP qui relâche un gros potentiel d'énergie, un peu comme si c'était des batteries, machin, etc. C'est un modèle alternatif, mais c'est une manière de dire que globalement, la capacité de revenir au repos passe autant par le renforcement que par la capacité à contrôler le mouvement sous une certaine amplitude. On pourrait parler de mobilité tout simplement. Et donc, la pire chose à faire, pour résumer tout ça qui était peut-être un peu perché, ce serait de ne pas mobiliser. Donc, faire en sorte de contrôler différentes amplitudes qu'on est censé pouvoir gérer, c'est la meilleure chose. Et ça, plus une contrainte qui permet de lutter face à ça, bah, ça rejoint en fait les mêmes théories qu'on a actuellement, c'est juste que le modèle est un petit peu différent. Donc il y a ce truc assez chouette, quelque part, se dire qu'on est mobile, on est souple, on est capable de ne pas être trop contracté dans tous les sens. C'est certainement aussi lié à notre capacité à amener de l'énergie à l'intérieur de nos cellules, et c'est lié à tout le reste. Donc on pourrait se dire que... Franchement, je ne trouve même pas que ce soit vraiment si alternatif ce que tu dis, William. J'ai l'impression que présenté comme ça va, je pense, mais selon à qui oui, tu non, parles. franchement, ouais, non, parce que j'ai juste l'impression que c'est un truc qui est plus ou moins satellite par rapport à la thèse convenue, conventionnelle de ce qu'on sait en biochimie, biologie, en endocrinologie, voilà. Et que c'est juste le truc en satellite qui fait qu'on suit le satellite, on va un peu plus loin et on tombe sur d'autres choses et tout se relie en fait. Et voilà, mais franchement, ça me paraît logique, tout simplement. C'est comment tu le dis là, ça me paraît très logique et franchement, merci beaucoup du partage. C'est Ok, non, je me on a permettrai de perdu mettre 10 un lien. personnes. Je mettrai un lien sur ce truc pour les plus tarés parmi vous qui veulent aller voir. On a perdu 10 personnes entre temps, mais bon, moi je suis. Allez, c'est très bien. On parlait du coup, le mec voulait parler d'eau structurée, c'est bon, on se casse. Allez. On a encore du coup, par contre, on a une question, non, on a une remarque, et puis, bah, je sais pas si tu veux lire, je vais lire. Des gros darons venaient de 80 kilos qui me mettent des points Superman, alors que j'en faisais 55 à l'époque. Ah ouais, bah si t'es moins de blessures alors que t'avais des gars bien plus top que toi, clairement, il y avait... Ouais. Alors après, juste pour la parenthèse, les gens qui ne savent peut-être pas, un point Superman, du coup, c'est quand tu fais un petit saut en avant et si ta garde c'est ça et que tu te dis, bah en fait, je vais sauter comme ça, bah en fait, le point, il venait de là, en fait. Tu faisais comme ça, mais en sautant vers l'avant. Après, mettre KO avec un point Superman, je crois que ça se voit pas beaucoup en boxe anglaise, pour la simple et bonne raison que, un, il y a le gant, et que deux, en fait, le coup est frontal. Donc souvent, vous allez le prendre là, donc peut-être à faire ça. Soit vous allez le prendre là, sur le nez ou sur le front, et vous allez peut-être à faire ça. Pour faire une commotion cérébrale ou pour mettre KO quelqu'un, le plus simple, c'est de toucher avec des coups qui vont soit faire partir la tête sur le côté, comme ça, soit lui faire une rotation comme ça. Pour la simple et bonne raison que c'est comme ça qu'on fait le plus facilement vriller justement le cerveau à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a plus de KO avec des crochets et avec des uppercuts, même si l'uppercut est un peu de travers en général comme ça, qu'avec justement des directs. Un direct, ça va faire mal, ça peut endommager les yeux, ça peut péter le nez, ça peut juste... La personne se dit, je prends des coups, elle se dit, oh, putain de merde, et il y a l'aspect psychologique aussi. Mais enfin après en même temps, bon, 80 kg, 55, c'est vrai que t'es solide mec. Mais c'est souvent pas avec des directs en fait qu'on voit des KO, sauf en MMA où effectivement les points, les gants sont très très fins. Et là effectivement, s'il y a assez de vitesse et que le mec en face il est pas très renforcé et il y a encore pas si longtemps que ça en MMA, la préparation physique, c'est comme le football, donc le soccer, je veux dire actuel, c'est niet, c'est que dalle. Les mecs ils mangent kebab frites un jour sur deux et leur entraîneur dit rien. Même s'il y en a de plus en plus qui sont évidemment de plus en plus sensibles à voilà, la prépa, franchement, ça m'étonne pas. Mais non, c'est bien, t'es solide. Alors après, je préconise de continuer le sport, par exemple, même si on a mal avec, par exemple, des courbatures. Je vois pas le problème en fait d'avoir des courbatures. Je pense que ça, c'est pour moi par rapport à ce que j'ai proposé comme modèle, justement, le fait d'être plus ou moins contracté ou plus ou moins peut-être courbaturé que tu peux associer à ça. Ah d'accord, ok, ok. Je pense que, Bah non, en fait, ouais. non, pas forcément. Après, ça dépend ce que tu regardes. Tu peux avoir des personnes qui vont te dire, bon ben voilà, si tu es courbaturé comparé à si tu l'es pas, puis tu prends des groupes et puis tu sors une étude qui effectivement montre une synthèse protéique musculaire plus importante lorsque tu as le groupe qui est pas courbaturé. Donc c'est une manière de dire peut-être indirectement, tu vas pas avoir ton potentiel max si tu si tu mets à nouveau un stimulus au moment où tu n'as pas complètement récupéré au niveau de ce que tu ressens comme étant des courbatures. Donc bon, bah, tu pourrais dire, ok, il y a un débat là-dessus que tu peux placer autre. Quelque part, je ne veux pas dire que c'est arbitraire, mais ce serait un peu comme dire l'excentrique fait prendre plus de muscle que le concentrique. Et puis tu fais une étude et puis tu dis, bon, bah, tu regardes Ouais. non, mais tu vois, tu fais un truc bidon, tu fais deux groupes. Il y a un groupe qui fait lundi
son truc de concentrique, l'autre groupe qui fait lundi son truc d'excentrique, ils se revoient 8 semaines plus tard, et puis un groupe qui a pris plus de muscles, c'est le groupe excentrique, et puis c'est bon. Tu as le scientifique en blouse blanche qui arrive et qui dit, les gars, faites plus que de l'excentrique, le concentrique ça sert à rien, c'est un peu ce même genre de... Voilà. Au final, c'est les autres principes qui vont être plus importants pour prendre du muscle, et si à un moment, au passage, tu as des courbatures, bon, ça va signaler plusieurs choses, c'est clair, mais c'est pas quelque chose qui est complètement opposé à toute forme de progrès. Et c'est pas non plus quelque chose qu'il faut reprendre comme on voit un peu sur Instagram. Tu as des courbatures, c'est pas bien, clairement tu l'as trop fait, et puis il faut arrêter, et puis il faut surtout te caresser un petit peu l'ensemble du poil. C'est pas non plus l'inverse, c'est plus on a de courbatures, mieux c'est, faut pas déconner. Mais à un moment, quelque part, si tu as des courbatures de temps en temps et que tu respectes les autres principes, que ta récupération est globalement bonne, un petit symptôme, pour ainsi dire, c'est pas quelque chose comme ça qui me ferait trop peur, mais c'est pas non plus un truc que je rechercherais à avoir, même si ça peut être agréable de se dire je me suis fait une putain de séance et du coup j'ai des courbatures partout. Il y a ce côté que certains d'entre nous aiment bien avoir, même si on sait que c'est pas forcément nécessaire. Je sais pas si ça résume un peu ce que tu penses, ou si t'es pas du tout d'accord, tu te gênes pas, hein, si jamais. Courbature, ça veut pas forcément dire qu'on s'est bien entraîné. Après, les courbatures, ça peut être fait par plein de facteurs. Quelqu'un qui s'est pas entraîné pendant longtemps, il se réentraîne, il a des courbatures. Ouais. Quelqu'un qui fait des exercices qui mettent euh, une charge conséquente dans une position étirée, donc de faiblesse du muscle et aussi des fascias, le lendemain, il est éclaté. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que les courbatures peuvent arriver, et c'est pareil si tu fais des entraînements où tu peux faire des triceps ou des giant sets, donc avec une tension continue non-stop sur un groupe musculaire ou en tout cas une zone plutôt localisée, le lendemain tu as des courbatures aussi, mais à chaque fois c'est pas la même raison. Et une fois c'est parce que tu as des déchets métaboliques, et une fois c'est parce que tu n'étais juste pas conditionné, tu n'étais pas habitué à ce que tu as fait, et l'autre fois c'est parce que tu as complètement éclaté le tissu en le mettant dans une position de faiblesse avec une charge dessus. Donc tu peux avoir des courbatures à faire 2000 squats au poids de corps par jour, tu auras des courbatures le lendemain. Mm-hmm. Est-ce que c'est pour autant que c'était intelligent et productif? Je sais pas. Mais tu peux aussi avoir des courbatures juste parce que tu as fait de la presse à cuisse avec une demi-tonne, que tu as pu plier à fond la jambe et plier le genou aussi en même temps. Et ben, dans cette position-là, ton quadriceps est étiré, tes fessiers aussi sont étirés. Donc le lendemain, potentiellement, tu auras des courbatures. Moi, personnellement, il y a des exercices qui me donnent des courbatures monstres que je fais tout le temps parce que je sais que quand j'ai ces courbatures-là, je sais que j'ai bien travaillé. Notamment, c'est bête, hein, mais je sais que quand j'ai ces courbatures-là, après ces mouvements, je sais que j'ai fait pile ce qu'il fallait. Parce que mes courbatures sont jamais très handicapantes. Si on mettait une échelle de 1 à 10, mes courbatures, perso, je les perçois sur du 4 à 5 max. Okay. C'est jamais un truc vraiment qui me fait chier. Donc, quand je fais par exemple, mes shrugs à 300 kg et plus, que je fais mes soulevés de terre partiels à 200, 220 et tout, jusqu'au lendemain, je sens que voilà, les trapèzes et tout, milieu du dos, c'est courbaturé, bah, ça me gêne pas, je sens juste que ça a travaillé. Quand je fais des fentes inversées avec 140 kg dans le cadre, le lendemain, mes fessiers sont explosés, ils sont encore congestionnés, tu sais, l'inflammation locale. Je me dis pas, ah, fais chier, machin truc et tout. Je me dis, oh non, c'est bien. Et quand je fais mes extensions nuques, là, pour les triceps et tout, avec 47 kilos, et bah, le lendemain, j'ai les triceps qui sont encore un peu congestionnés, tu sais, qui sont un peu swole, comme on dit. Et je sens la longue portion, surtout qui est complètement éclatée, mais c'est jamais des trucs où je me dis, putain, faut que je lève le bras, je vais pas y arriver. Voilà. C'est un ratio à avoir. Et c'est pareil, tu as des études qui ont montré qu'il y a des gens qui peuvent avoir des courbatures plus facilement que d'autres, et d'autres plus difficilement, et c'est un facteur génétique. Il y a l'hydratation, les électrolytes, il y a les étirements en jeu. Il y a aussi, est-ce que le mouvement au niveau biomécanique, il t'a respecté, ou au contraire, tu t'es mis une race pas possible? Il y a plein de facteurs, en fait. Donc, courbature ou pas, en fait, je m'en fous, moi, j'y vais. Sauf si vraiment la courbature, je me dis, non, j'ai fait de la merde. C'est presque pas une courbature, on dirait presque une espèce de crampe, ou un truc vraiment, je sens que c'est le tendon qui me fait mal, que c'est pas le muscle, en fait. J'aime bien le critère à quel point c'est incapacitant finalement, d'une certaine manière. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Si t'as des courbatures, que t'arrives pas à t'asseoir sur la cuvette des shots parce que t'es éclaté les jambes, il y a un problème. T'es blessé. Oui, voilà. Oui, non, franchement, c'est ça, ouais. On a des questions relatives aux courbatures, du coup maintenant on peut en prendre encore quelques-unes, puis après ça fera déjà. Non, c'est sur le coup le live, les gars, là. On reste sur le coup, s'il vous plaît. Des courbatures au cou. Qui a eu des courbatures au cou? Présent. Là, par contre, il y a pas de courbature au cou. Il n'y a que nous. Non, j'exagère. Mais oui, on peut. Tiens, pour le coup, ça me fait penser, c'est au niveau de l'entraînement via le poids de corps, tu sais, les ponts du lutteur. Ouais. Tu voudrais qu'on parle un peu de ça Parce qu'il y a encore beaucoup de gens en fait que je vois actuellement qui disent bah j'entraîne les coups, je vais me mettre à faire les ponts du lutteur, alors qu'il y a il y a tellement de choses en fait qui vont pas avec ça. Et ça d'ailleurs encore une fois les gars qui ont la flemme de rester là ou qui veulent plus d'informations globales, plus cadrées. Ma vidéo sur le coup, elle en parle. Mon article sur le coup, il en parle. Et il y a dans les commentaires aussi, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont déjà posé des questions. J'ai déjà expliqué un peu le pourquoi du comment. S'entraîner avec le coup avec des élastiques bien utiles. Toi, tu viens d'arriver, toi, Andreas. Oui, utile et même recommandé, surtout quand tu commences.
Faut-il travailler plus l'avant du cou que l'arrière? Ça dépend ce qui vient en premier. C'est comme c'est comme n'importe quel muscle, tu vas avoir un point fort, point faible, la vitesse va dépendre, ça dépend aussi de tes préférences, pareil. On en a parlé un peu avant. Au début. Globalement, les plupart des gens qui veulent juste, du coup, de manière décente, faites que l'avant. Ceux qui veulent un dépliement, pardon, Développement. un développement, voilà, merci beaucoup Willem, un développement optimal sans être forcément maximal, l'avant et l'arrière. Si tu veux absolument avoir le coup le plus gros possible, il faut faire tout. Voilà. Donc, par rapport au pont du lutteur, ceux qui ne savent pas le pont du lutteur, c'est en fait quand tu fais le pont avec les allongés sur le dos avec les hanches relevées, et en fait sur le haut du corps, plutôt que de te mettre sur tes épaules et la surface du haut du dos, tu te mets sur ta tête. Donc t'es es comme ça avec le haut du crâne sur le sol. Et donc tu supportes à peu près 40-50% de ton poids avec ton cou, tes cervicales. Donc c'est une pratique ancestrale qui a genre des milliers d'années. Les lutteurs gréco-romains le faisaient, enfin en Antiquité je parle. Les lutteurs indiens du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui le faisaient. Il y a encore beaucoup de préparateurs physiques qui le font. Et pourtant c'est une méthode qui est archaïque et plutôt délétère et très très peu. En fait le ratio risque-récompense il est très mauvais au final par rapport à ce qu'on a actuellement aujourd'hui. Comme encore une fois je le remontre, le sponsor, le Netflix, et même n'importe quel harnais au final, même les harnais les plus merdiques, c'est toujours mieux que faire du pont de lutteur. Pour trois raisons. La première, le pont du lutteur, basique, c'est surtout mettre de la force de compression plutôt que du cisaillement. Et en plus, c'est en isométrique. Donc, la différence entre les forces de compression et de cisaillement, c'est très simple. La compression, vous prenez votre colonne vertébrale, on appuie dessus. Voilà, c'est tout simple. Et le cisaillement, c'est quand vous voulez aller dans une direction et que la gravité ou quelconque autre résistance vous fait aller dans l'autre direction. Sur des muscles, c'est super parce que ça crée des dégâts, ça les fait surcompenser, ça les fait grossir. Sur des articulations et sur pour le coup, le rachis, dans cet exemple-là, en fait, c'est là qu'on a le plus de chances de se faire des dégénérescences et des blessures tout court, style hernie ou pincement discal. Euh, et en fait, le conducteur, du coup, il met beaucoup de compression sur les cervicales, Mhm. mais du coup, par la position qui fait que votre tête est quasi verticale ou un peu en diagonale, il y a peu de résistance au final les muscles du coup. Même si vous faites en dynamique, parce qu'il y a cette méthode en fait de vous avez la tête comme ça et en fait vous poussez avec vos pieds, donc en fait ça vous fait faire un petit mouvement de balancier comme ça Ouais. sur votre tête. Il y a un peu d'amplitude. Mais c'est pareil, cette amplitude elle est minimale, par contre la compression elle est énorme et les cisaillements aussi, du coup ça augmente de manière proportionnelle. Le problème c'est que quand on prend les cervicales et qu'on se dit bah oui c'est des os, c'est solide et tout, c'est pas vertébrale, oui effectivement les cervicales c'est quand même plus mastoc que ce qu'on pense. Mais on compare les cervicales, le truc qui est gros comme ça, à une lombaire qui est gros comme ça, Ouais. bah, non, il y a bien un moment où tu te rends compte que ça va pas être le même traitement en fait. Et on le voit bien d'ailleurs, parce que justement, si les lombaires sont si gros, c'est parce que la gravité fait que, notre position bipède fait que, les cervicales ont le moins de tension, il n'y a que le poids de la tête, hein, globalement dessus, alors que les lombaires, elles ont le poids du tronc entier. Et c'est bien pour ça que du coup, la plus grosse lombaire, la plus mastoc, c'est celle qui est entre L5 et S1. C'est la plus mastoc. Parce qu'il y a la gravité dessus, parce qu'il y a le plus de compression dessus. Et où est-ce qu'on se fait le mal le plus souvent au dos, quand c'est les lombaires? C'est la L5 et 5, parce que à partir du moment où on se penche, c'est aussi elle qui prend le plus de force de cisaillement. Donc même si le rachis humain, il résiste beaucoup mieux aux forces de compression qu'aux forces de cisaillement, exemple, je peux soulever une demi-tonne en restant droit, mais je peux soulever que 200 kilos à peu près du sol, parce que je suis plus penché, et ben pour les cervicales, ça va être pareil, mais en exponentiel, parce que c'est tout petit. Donc le pont du lutteur, il vous met plus de compression, plus de cisaillement. Il y a très peu de travail musculaire parce que c'est l'isométrie ou très peu d'amplitude. Et même quand vous faites avec une énorme amplitude, bah, au final, oui, au niveau du muscle, vous travaillez, mais au niveau des tendons, des ligaments et surtout de la surface des cervicales, vous mettez encore plus de pression sur vos disques. Et les disques, ça ne peut pas se renforcer. Les disques, c'est le genre de truc que vous avez un capital. Et le capital, à mesure que vous allez vieillir, qu'il va y avoir des trucs qui vont se passer, accidents, des stress, des chocs, des machins, des trucs, ça peut récupérer. Mais ça va faire que diminuer lentement mais sûrement. Bah, si vous mettez encore plus de pression et de tension dessus, bah, cette jauge, cette barre de vie, entre guillemets, vous allez la réduire beaucoup plus vite. Jusqu'à, avec certains seuils évidemment, où là, c'est des blessures de plus en plus graves. Euh, et évidemment, les variantes de coups, où on fait le poirier sur la tête, où on est en fond de lutteur et on fait des rotations, c'est pareil. Oui, le travail musculaire il est intense, mais le stress sur les surfaces cervicales et intervertébrales, c'est encore plus énorme. Et autant à l'époque, on avait que ça, autant maintenant, on a des harnais comme le Netflix qui sont faits pile comme il faut pour mettre la résistance comme on a envie, dans les directions qu'on a envie. On a des chaînes de harnais, pareil encore une fois pour le Netflix, qui fait pour tenir énormément de poids, donc vous risquez pas de vous la péter
comme moi j'ai déjà failli avoir sur mon ancien harnais que j'avais utilisé, qui était un harnais générique que j'ai acheté sur Amazon. Et en plus, on a maintenant la possibilité d'utiliser des élastiques, donc des bandes élastiques de résistance, qui font que c'est plus doux et c'est progressif par rapport à l'articulation qui est mobilisée. Et je vous le dis, au niveau des gains musculaires, la bande va vous permettre d'avoir des choses qu'avec les poids libres, vous n'aurez jamais. Jamais. Donc dans cette optique-là, le pont du lutteur, c'est suboptimal, c'est plus dangereux, il y a moins de bons résultats, il y a plus de risques de blessures, et même tout simplement, c'est spécifique à des activités physiques. Quand on est lutteur, on a perdu à partir du moment où on est plaqué sur le sol, sur le dos, avec les épaules qui touchent. Donc le dernier truc qu'on a envie, c'est finir dans cette position. Donc évidemment que les mecs, ils vont s'entraîner à faire ça. C'est leur sport, c'est obligé. Et les mecs qui font du football américain, bah, ils connaissent pas à faute de mieux, donc voilà, mais il y a de plus en plus de gens, encore une fois, qui utilisent l'armée. Euh, et pour les mecs qui font du sport de combat, c'est pareil, il y a beaucoup de mouvements, il y a très peu de sports, à part peut-être le MMA et le Jiu-Jitsu, au final, où on est en position de force, en tout cas, on n'est pas désavantagé, si on est comme ça, allongé sur le dos. Il y a très très peu de sports au final. Donc la majorité vont faire que non, je ne veux pas y aller. Donc c'est spécifique à leur sport. Donc forcément que eux doivent l'entraîner. Est-ce que c'est pour autant que vous devez faire la même chose? Bah pas forcément. Et l'exemple que j'ai cité du coup dans mon article, que j'aime beaucoup donner parce que c'est brillant de vérité, en fait, c'est le truc qu'on se dit, waouh, vraiment, c'est Mike Tyson. Mike Tyson, à son pic, à son apogée, donc on va dire entre ses 20 et 25 ans, et ben il avait un coup, pardon, c'était la batterie. Je disais donc Mike Tyson, à son pic, entre ses 20 et 25 ans, il avait une circonférence de cou de 52 cm. Relâché, hein. Donc voilà, le mec, c'était énorme. Vous retrouvez des vidéos colorisées de lui, et vous regardez, il y a plein de fois où ils prennent les mensurations, où on le voit en vrai et tout. Son cou, c'est n'importe quoi. Et on s'en rend vraiment compte, je pense, plus en vidéo qu'en photo. Euh, Donc, ce mec-là, qui avait le coup énorme, qu'on sait que c'est Mike Tyson, le mec qui avait la patate, il a jamais été mis KO, ou très peu de fois, même pas, je crois que c'était des petits KO qui lui arrivaient, qu'il était résistant, qu'il en a pris plein dans la gueule, et voilà, bah, ce mec-là, il faisait le pont du lutteur non-stop tous les jours, et il faisait les variantes les plus dures, où on fait des mouvements comme ça, où on fait même des mouvements, où on fait un peu comme ça, que je sais faire aussi, hein, c'est vraiment, petite parenthèse, hein. Tout ce que je vous dis, c'est parce que je le fais aussi, donc je sais en fait qu'est-ce qu'on sent quand on fait un pont du lutteur et qu'est-ce qu'on sent quand on fait du harnais en fait. Donc, voilà, le pont du lutteur, je sais faire des deux côtés d'ailleurs, même sur le front. Donc voilà. Bah, ce Mike Tyson, il a réussi à se faire comment ça s'appelle? C'est une protusion discale en français. Donc c'est comme une hernie, mais c'est tout petit, c'est genre juste 1 ou 2 millimètres. Et ben il a fait ça à 21 ans, je crois. Toute sa vie, il a eu des douleurs au niveau des cervicales, c'était un peu plus raide, c'était chiant, ça l'énervait. Et au final, il a dû subir une opération, c'était pas très longtemps d'ailleurs, c'était peut-être 6-8 ans, je crois, où en fait, c'était tellement déglingué que en fait, ce qui s'était passé, c'est que la zone, il avait eu des... je suis fatigué, je perds mes mots. En fait, il avait des excroissances osseuses qui avaient poussé à cause de la pression accumulée. Et ça se passe beaucoup justement au niveau du rachis. C'est que quand vous mettez trop de pression, de cisaillement et de tension dessus, vous déformez la vertèbre. Et donc au niveau de l'apophyse coracoïde, ce qui se passe, c'est qu'il y a une excroissance osseuse qui vient, et souvent ça fait vraiment la pointe de la vertèbre, c'est un petit crochet très léger comme ça, une petite griffe, bah là ça faisait un truc comme ça revenait vers l'intérieur. Et donc ce qui se passait, c'est que du coup, dès qu'il faisait un mouvement un peu trop haut comme ça, ou un peu trop bas comme ça pinçait soit le nerf, soit le muscle, soit ça rentrait dans le disque qui était juste en dessous. Et bah du coup, ce qui a dû se passer, c'est qu'on a dû lui retirer complètement le disque et lui soudre les deux vertèbres entre elles. Et à y aller, je sais pas comment ils ont gratté, ou la perceuse, ou je ne sais quoi, mais ils ont dû péter toutes ces excroissances osseuses. Donc j'ai oublié le nom. Mais vraiment tout ça pareil, articles et vidéos, j'en parle. Il y a les photos et tout, c'est connu, voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'arthrite rhumatoïde qui découle de tout ça. Donc aujourd'hui, Mike Tyson, il a deux vertèbres soudées parce qu'il a fait trop de conducteurs. Et vous allez sur n'importe quelle forum de sport de combat, de machin, de l'autre, la majorité des mecs qui sont près de 40 ans et plus, ils vous le diront, le pont du lutteur, à un moment, ça leur fait plus de mal que de bien. Il y a très très peu de mecs, il y a très très peu de mecs au final qui disent voilà, j'ai fait du pont du lutteur toute ma vie et il s'est jamais rien passé. Donc voilà, j'imagine que c'est comme les gars qui boivent de l'alcool et qui fument, il y en a ça se passe très bien, il y en a d'autres des fumeurs passifs, t'as cancer du poumon, stage terminal direct, enfin, on sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Dans le doute, plutôt que de se faire chier avec une méthode archaïque qui au final est plutôt dangereuse par rapport à ce qu'elle vous donne, et en plus ça travaille que la nuque, hein, ça travaille pas le devant ni rien, ou très peu, et ben vaut mieux se prendre un harnais, mettre de côté. Le Netflix, c'est vrai que c'est pas donné au niveau du prix, mais vaut mieux que vous vous mettez ça parce que le harnais va vous durer toute votre vie, que vous ayez cherché des trucs complètement loufoques à vous dire bah, les mecs avant ils faisaient ça et ça se passait très bien. Non, ça se passait pas bien, c'est juste qu'ils en parlaient pas. Et avant on avait des esclaves et avant on utilisait du gaz-moutarde et avant on avait des vierges de fer et on coulait des femmes avec des pierres pour voir si c'était sorcière. Pas pour autant qu'on peut le faire maintenant en fait. Donc voilà, c'est pas parce que les gens le faisaient avant que faut le faire aussi maintenant. Tu vois.
Voilà, voilà. Non, c'est cool. Bah, merci pour ce truc, parce que c'est un des classiques, hein. On va le voir absolument partout. Même, par exemple, si tu es un breakdancer, tu vas te faire quoi? Bah, en b-boying, tu vas essayer de tourner sur la tête à un moment. Tu vas aussi essayer de faire ce genre de position que tu vas dire, c'est ça qui va me renforcer. En fait, probablement que c'est mieux aussi pour ce type de cas, alors qu'il tourne carrément, littéralement sur la tête, hein, en l'occurrence, là. C'est mieux de faire aussi ce que tu suggères pour qu'il y ait la totalité qui soit bien contrôlée et qu'il y ait un minimum justement de problèmes au niveau de ce ratio, toujours le même, risque-bénéfice, quoi. Comment est-ce que tu renforces et puis comment est-ce que tu limites ce qui met plus de temps à se régénérer, justement, et qu'est-ce qui est le plus plastique? Bah, c'est le muscle. Comparé aux articulations et tout le reste, le muscle est toujours plus rapide dans la récupération. Donc, il subit plus de contraintes, il s'adapte plus. Et voilà. Je pense qu'on a un Vidal Alex, si jamais tu es un physio et que tu es arrivé en cours de route, tout ça, c'est des trucs qu'on a mentionnés au début dans la première partie du live, si jamais. Si t'es pas un physio et t'es juste quelqu'un de curieux avec des questions du domaine, on en a parlé avant, sans vouloir te dire on veut pas te répondre à toi, c'est juste ça fait du coup une heure et demie qu'on est en live et on va avoir de la peine à te répondre directement. Ceci, il y en a une que tu veux prendre là maintenant. Bah, il y en a quelques-unes auxquelles je peux répondre. Je sais pas si on avait parlé avant, mais ce serait quoi le meilleur rep range? Nombre de sets et de séries. On a dit ça avant. Là, il faut remettre en rediff. Mhm. J'ai tout expliqué, oui aussi, donc voilà. Yes. Alors, on peut déjà travailler le coup. Vidal, il demande, on peut déjà travailler le coup avec le poids de la tête ou en forçant contre une serviette. Une serviette, c'est suboptimal, c'est même merdique. Tu vas faire de la merde. Si la serviette soit qui tient, tu fais comment quand tu es dans cette position? Tu risques de te cramper des trucs, là, dans l'instituteur scapulaire. Non, non, c'est naze. Si c'est bien fait, avoir un bon coup, ça peut limiter les blessures. Oui, on en a parlé, effectivement. Vous pensez quoi des exercices pour la mâchoire? Bah, c'est très bien. J'ai un article et une vidéo en préparation là-dessus. Est-ce que ça marche bien pour les scoms? La fonction des scoms, c'est pas de serrer les dents, donc non, ça marche pas pour les scoms. C'est différent. C'est comme si tu me disais si je fais du leg curl, c'est bien pour quadriceps. C'est pas, c'est pas relié en fait. Voilà. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou... Non, non, t'as assuré, t'as quelqu'un qui dit Hello les Warriors, je regarde la rediffusion, c'est parfait, avec grand plaisir. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce live. On a quand même réussi à tenir une heure et demie sur le coup, hein, pour dire. Donc, Hmm. c'est la classe. Non, écoute, ça me semble nickel. Merci beaucoup pour tes Ouais. questions, Alex. Et puis, bah, merci infiniment, Axel, d'avoir été là encore une fois. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit à nouveau pas le dernier live. On va bien trouver quelque chose. Je mettrai évidemment les liens de tes articles, de ta vidéo en description. Je répète juste si jamais vous êtes venu entre temps. N'hésitez pas à regarder depuis le début si vous êtes arrivé sur la fin, parce que vraiment la base de l'entraînement, ce qu'on peut faire, les différentes méthodes, pourquoi c'est intéressant, le côté anatomique, vraiment ce qu'on met dans une introduction et dans un développement vraiment principal, c'était au début. Donc si jamais vous êtes en cours de route, voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis sinon, je mettrai aussi, je glisserai mon petit article un petit peu perché sur le côté structure de l'eau et tout ça, si jamais il y a des gars qui veulent aller voir. C'est quand on a perdu 10 personnes pendant le live, j'ai parlé de ça, donc ça intéressera pas tout le monde, mais je le mettrai. Et puis bah, on trouvera un prétexte pour se revoir en live un de ces quatre, ça te va? Bah, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a plein de choses à dire. Et c'est toujours un plaisir avec toi. Magnifique. Bon bah écoute, c'était pas pour te mettre la pression en live et que tu sois obligé de dire oui, mais je me réjouis alors, vu que tu valides. Qu'on refasse un live. Cligne des yeux si t'es prisonnier. Excellent. Bon, ben, merci tout le monde. Une dernière fois, merci, merci Axel. Bonne soirée. Et puis, bien sûr, ça reste en IGTV. Et je vais faire en sorte de pouvoir mettre un titre. Et puis, ça restera même dans mon feed de base. Là, si jamais ce sera facile de cliquer dessus. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao Merci. tout le monde. Ciao. Ciao. Hop. Dernière pause.